Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue et bonne année pour ce premier live de 2026. J'espère que vous allez bien. Vous êtes chez Florian Guadalupe. On refait les médias car on a quelques sujets qui nous attendent ce soir à évoquer évidemment ensemble. On a pas mal de choses à voir ensemble. On a essayé de profiter un peu des fêtes, hein. J'espère que voilà, chacun a pu se retrouver en famille, a pu se ressourcer, profiter des vacances, arrive à résister au grand froid aussi également, hein, parce que on voit que sur le territoire européen, on a une grande vague de froid, on a une énorme neige hier, c'était vraiment la panique à bord. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, vous, de votre côté, que vous êtes en bonne santé, vos proches aussi. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. J'y crois pas, j'arrive au début du live, tu dis très happy. Et ouais. J'espère que tu vas bien. En tout cas, voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de continuer à rester bien informé, à vous intéresser à tout ce qui se passe autour de vous, à essayer de vraiment déguiser votre esprit critique. On a pas mal de choses à voir ce soir, donc voilà, on va essayer de prendre le temps tranquillement, de se poser les bonnes questions. Salut Bilal, j'espère que tu vas bien. Salut Horatio. Yes, bonne année. Et bah ouais, on souhaite exactement des bonnes nouvelles. Merci, c'était super gentil pour mon travail. Et ben, on espère, hein, on croise les doigts. On va essayer de continuer sur la même dynamique de 2025, une année qui a été très riche, hein, en événements, en nouveautés. J'ai pu vraiment évoluer sur TikTok. J'ai vu que d'autres confrères s'y ont mis, hein, donc je donne aussi des, euh, des vocations visiblement sur les réseaux sociaux et c'est tant mieux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut cette année, c'était 2025, c'était aussi voilà des nouvelles piges, hein, que j'ai pu faire. Certains ont pu lire mes articles sur Paris Match, qui ont été des articles très chouettes à écrire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller les lire si ça vous plaît. À devenir influenceur, est-ce que c'est de l'influence que je fais? Je ne veux pas vous influencer. En tout cas, j'essaie de faire du décryptage des médias comme je continuerai à le faire en 2026 et on continuera là-dedans. Pour le ciel il veut que la chaîne CNews soit fermée. C'est ton vœu. Et le modérateur que je suis est obligé de dire que ses propos t'appartiennent. Aurillac, comment ça va? Quel est mon avis sur la commission sur l'audiovisuel public? Eh bien, on va en parler ce soir. En tout cas, moi, ça va bien. J'ai suivi la CAN là, ces derniers jours. C'était plutôt agréable. Donc ça va être assez intéressant. France 2, le rugby, bien sûr, on va en parler, Eric. Bien sûr qu'on va en parler. Ce soir, on a un énorme line-up, énorme sommaire. On va aborder plein de sujets. Non, je demande parce qu'il y a une chaîne, ça veut pas marcher. Ah oui, oui, je parle certainement de France Info qui a plus de mal à avancer. Donc, le line-up, le sommaire pour ce soir. Nous allons parler de cette rentrée de janvier, hein. On va essayer d'évoquer un peu le retour des programmes, qui s'est un peu tiré son épingle du jeu. Ça va être un petit sujet d'introduction. On reviendra sur le succès de Camille Combal sur TF1, un succès plutôt surprenant pour le coup, hein, pour être assez honnête, hein. Je m'y attendais pas du tout, avec son jeu qui sera le plus nul. On évoquera également le flop de Pandore. Merci. Je pensais Cicia qui est là dans le chat. Bonne année à toi, Cicia, également. On reviendra sur le flop de Pandore. On reviendra sur les audiences. Comment une chaîne peut se faire déprogrammer. Quelles sont les règles pour ça. On en parlera évidemment ensemble. Le gros sujet de la fin d'après-midi, ça reste quand même France Télévisions qui a cédé une partie des droits du tournoi Destination à TF1. On évoquera ce que ça représente, quelle période, quel montant, etc. On fera tout le décryptage ensemble. On évoquera des décisions de l'ARCOM qui sont tombées en cette fin d'année, qui sont révélatrices de pas mal de choses et qui permettent aussi de comprendre un peu la situation et aussi de se poser des questions sur le fonctionnement de l'ARCOM. Et on évoquera en fin de live Nagui contre Charles Aloncle et évidemment la commission d'enquête sur la neutralité, le pluralisme et le fonctionnement et le financement de France Télévisions. Donc voilà le petit programme de la soirée que l'on va aborder ensemble. Salut Hello. Salut Pierre et Amazon, tu as fait des sorties du catalogue à Netflix. Ah, ça arrive très souvent, Pierre. Ça arrive très souvent, tous les mois. Alors,
Premier sujet, qui tire son épingle du jeu en cette rentrée? Déjà, il y avait une forte attente, hein, il y a eu énormément de critiques dans le début d'année, de saison, hein, de 2025, septembre jusqu'à décembre, sur Léa Salamé. Est-ce que tu as mangé la galette des rois? Oui, hello, j'en ai mangé une galette des rois. Le voleur de patates, je sais pas de qui tu parles, Greg, mais je sais pas qui est un voleur de patates. En tout cas, voilà. Léa Salamé a fait sa rentrée hier. Et contrairement à énormément de critiques qui dit que Léa Salamé fait fuir les téléspectateurs, Léa Salamé a fait une très très bonne rentrée, hein, à plus de 4 millions de téléspectateurs, à plus de 20 points. Même là, pour cette rentrée, elle a diminué l'écart de nombre de téléspectateurs avec TF1. Donc on est sur quelque chose... Ah, Nagui, ok. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt encourageant. On a fait une bonne rentrée sur France 2, TF1 également. Rappelons également qu'ils étaient sur une bonne dynamique, hein, puisque les Jokers, que ce soit sur TF1, France 2, faisaient des très bons scores durant les vacances de Noël et de fin d'année. On peut aussi rappeler qu'on a une actualité assez importante, que ce soit l'épisode de neige, que ce soit l'intervention au Venezuela impérialiste de Donald Trump, que ce soit l'incendie meurtrier qu'on a pu voir en Suisse. Donc, très clairement, on a une actualité qui est très riche pour les journaux et je pense que les gens avaient besoin d'informations. Donc ce n'est pas très étonnant non plus qu'on puisse voir les JT gonfler extrêmement, extrêmement haut. On a vu aussi du côté des talks, c'était la rentrée des talks, Quotidien qui justement en surfant sur cette actualité-là, en recevant artistes ultra populaires, ainsi que les candidats de la Star Academy qui font aussi des vrais scores d'audience, ça leur permet aussi de faire un très belle rentrée avec plus de 2 millions de téléspectateurs sur le dernier quart d'heure. Pour Cyril Hanouna, c'est aussi une rentrée correcte, mais il est largement distancé par Quotidien pour cette première journée. Mais on n'est que sur une première journée, hein, on n'analyse que la rentrée. Les audiences de BFM, tu les as eues ou pas? Oui, alors du côté des chaînes info, alors que voilà, pendant les vacances, on va dire que les audiences divergeaient plutôt. Là, clairement, on va pas se mentir, pour cette rentrée, CNews a repris dessus, mais BFM reste quand même assez haut, hein, reste quand même assez haut. Donc on est toujours sur ce même ordre, CNews, BFM, LCI, France Info. Alors je les ai pas dans les détails, je pourrais les chercher, je les ai pas préparés, mais je sais que voilà, CNews a fait une très belle rentrée aussi. Salamé, c'est comme les To Be Free, tout le monde disait que c'était naze, mais ils vendaient des milliers de CD. En tout cas, la réalité pour le 20h de France 2, ça montre surtout que un présentateur de JT n'est pas la personne, l'emblème qui permet de faire venir ou partir les téléspectateurs, mais ça reste quand même le contenu du journal. On va pas se mentir, ce que fait Léa Salamé à la présentation, c'est ce que font énormément d'autres présentateurs, ce qui est surtout de vendre les sujets, les présenter et juste être, voilà, ce passe-plat entre des reportages. Là où Léa Salamé apporte sa patte, c'est surtout dans l'interview, dans la deuxième partie. Mais on peut dire que, voilà, faut pas oublier que, oui, c'est une bonne entrée pour Léa Salamé, mais c'est surtout une bonne entrée pour le JT de France 2. Beaucoup d'admirateurs de Salamé refoulés, à mon avis. Ah, ok, c'est possible, c'est possible. Pour moi, l'ARCOM, alors Ralph, pour moi, l'ARCOM est contre-productif pour les médias télé, radio. Tu penses à quoi, mon cher Ralph? En même temps, que les téléspectateurs choisissent la chaîne. Oui, c'est vrai, les téléspectateurs sont libres de choisir la chaîne qu'ils veulent. Salut Jacques, et bonne année à toi aussi également. Salut Tony, bonne année Tony. Donc voilà, on est sur des choix assez divers, mais on va dire que pour les programmes qui ont pris leurs vacances durant cette fin d'année, elles ont fait tous un bon retour. On notera tout de même que c'était l'arrivée des maternelles sur France 5. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis septembre-octobre, les maternelles version XXL avec notamment Marie Portolano à la présentation, ça avait été extrêmement difficile en accès sur France 4. Hein. On était sur des audiences pharaméliques. Depuis hier, les maternelles ont basculé sur France 5. N'oublions pas, tout de même, donc ça a basculé à 9h30, 10h50. N'oublions pas tout de même que il y a eu zéro communication sur les maternelles, ce qui fait que il y a eu que 44 000 téléspectateurs pour 1,5% de PDA. C'est pas foufou, ça reste quand même, c'est le début, peut-être que ça va remonter, on leur souhaite. Pour rappel, en 2020, sur France 5, ça faisait 151 000,
1,6% de PDA. Donc il y a tout qui est vraiment très relatif. Est-ce que tu as vu le salaire de... Non, j'ai pas vu Tony. J'ai pas vu ce qu'a dit Hanouna sur le salaire de Nagui. Les audiences de Julien Courbet sur M6, il est là. Je les ai pas. Enfin, je pourrais les avoir, je pourrais te les donner. Mais oui, on va parler de Nagui, t'es dit. On va parler de Nagui en fin de live. Mais Julien Courbet, ouais, bien sûr, je peux essayer de les trouver. Ouais, je pense que Julien Courbet fait pas une mauvaise rentrée. Il n'y a pas de raison qu'il fasse une mauvaise rentrée. Je vais essayer en même temps que je combe, je parle, je vais essayer de te les donner. Parce qu'en effet, c'est une rentrée, il y avait beaucoup d'attentes, les gens retrouvent aussi leur consommation de la télévision, donc c'est une consommation qui est différente, qui est très différente. Donc pour Julien Courbet, la première partie de Ça peut vous arriver a été suivie par 284 000 téléspectateurs et 9,1% de PDA. C'est une très bonne audience, au-dessus de la moyenne de la chaîne. Et la deuxième partie a fait 446 000, 6,9. Bon, c'est un peu plus faible, mais on va dire qu'il y a plus de concurrence à cette heure-ci. En tout cas, la première partie est un succès pour Julien Courbet. Grâce au salaire de Nagui, France TV doit céder le rugby et le foot. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas, heureusement, Tony, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Anne-Sophie Lapix, ça donne quoi aussi? Parce que j'avoue qu'elle m'intéresse un peu. Tu me demandes Bilal. Alors, Anne-Sophie Lapix, alors est-ce qu'elle avait un numéro inédit dimanche? Je pense que oui, c'est possible. Je vais essayer de vous donner ça. Je sais que là, Anne-Sophie Lapix, on va dire que ça marche pas trop, Bilal. Anne-Sophie Lapix, elle marche pas extrêmement bien dans sa nouvelle case. Bon, en même temps, c'était pas le projet pour elle. Et voilà, il n'y avait pas ce dimanche. Il devait pas y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir peut-être le 21. Je vais te donner la dernière audience d'Anne-Sophie Lapix si tu veux, Bilal. Comme ça, tu arriveras. Alors, le 20h10, ça fait 1,59 1,59 million, 8,1. C'est au-dessus de la moyenne de la chaîne pour un dimanche. C'est pas non plus ultra déconnant. C'est-à-dire qu'à la fin du 19h45, les gens fuient quand même le JT. Donc on n'est pas encore sur un gros rendez-vous assez important pour M6. Mais ça reste quand même au-dessus de la chaîne. Donc je pense que pour les chiffres sont loin d'être mauvais. Salut Samy, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Super Hanouna sur Nagui, j'ai pas vu. Après, il faut savoir que Hanouna, il a toujours montré qu'il avait une certaine, euh, comment dire, il n'avait pas une forte amitié, il a une inimitié avec Nagui, ce qui est important aussi à savoir. Grâce à Julien Courbet, M6 est au plus haut. Alors je dirais pas que c'est grâce à Julien Courbet, mais en tout cas juste Julien Courbet, mais en tout cas Julien Courbet participe, oui en effet, au bon score. Anne-Sophie Lapix aura une case plus importante, je pense. Non, en fait, faut se rappeler qu'Anne-Sophie Lapix est arrivée sur M6 d'abord avec un contrat avec RTL. C'est-à-dire que quand elle quitte France Télé, elle quitte pour rejoindre RTL. Et quand c'est en arrivant sur RTL, ils se disent, en fait, on a une double maison, Lapix est connu de tous, on va proposer à Lapix une tranche. En revanche, ça ne veut pas forcément dire qu'Anne-Sophie Lapix avait prévu de venir sur M6. Donc pour le moment, ils n'ont pas énormément de gros projets pour elle, sauf que elle devrait être aux manettes, et ça je trouve ça assez intelligent et intéressant de le faire, elle devrait être aux manettes de l'émission politique qui sera dédiée au municipal pour les résultats. Ralph, ils ont pour la mort des médias et pas pour la liberté, l'ARCOM. En vrai, Ralph, on va en parler tout à l'heure, mais l'ARCOM, ça va, ils font pas grand-chose contre les médias. Ils sont plutôt faibles. Je te montrerai tout à l'heure, mais il n'y a pas eu énormément de ressorts de l'ARCOM là récemment qui a empêché une liberté d'information. Merci encore Cicia pour les cœurs. J'ai même pas encore vu Hanouna révèle sur Nagui parce que RTL a racheté M6. C'est plutôt M6 qui a racheté RTL. Mais ouais, en tout cas, les deux groupes sont très proches. Anne-Sophie Apix, zone interdite, n'a duré qu'une seule saison. À l'époque, ouais, à l'époque. Salut Gabi. Je t'en crush carrément, c'est trop gentil. Gabi, j'espère que t'as passé un bon réveillon. 20 ans après, il revient à la maison, tout comme Olivier Mine, c'est ça. Faible, deux chaînes mortes. J'ai dit que c'était. Je parlais d'M6.
je parlais de ME6. Alors, voilà, c'était la petite introduction. On va passer au prochain sujet. Il manquait que moi sous ton sapin. En tout cas, tu me fais rire, Gabi. Ouais, il aurait fallu me mettre dans du papier cadeau. Jeu d'Olivier Mine s'arrête pendant Pandore. Ouais, alors on va en parler juste après, Pierre, mais on va parler déjà du succès assez surprenant de Camille Combal avec Qui sera le plus nul. Euh, J'avoue que les vendredis soirs pour TF1 sont extrêmement difficiles. Ils ont du mal à rassembler des téléspectateurs. On avait vu vraiment l'énorme échec, l'énorme flop d'Arthur hein, avec sa bataille navale, qui vraiment, c'était, on s'est dit, faut en finir parce que là, les scores étaient vraiment trop violents. On a eu ensuite la chanson secrète de Nikos qui a rehaussé les audiences. On a dépassé les 2 millions, mais on est loin des énormes cartons. Et donc là, on arrive avec Camille Combal, avec ce format qui pour moi est très youtubesque. Hein. C'est un format qu'on pourrait forcément trouver sur YouTube, voilà, typiquement, avec des créateurs de contenu. Et là, on le voit débarquer sur TF1. Pourquoi pas? J'avoue avoir regardé des extraits auparavant, j'étais pas trop convaincu. Pour être tout à fait honnête, pas trop convaincu. Je me suis pas dit, ah, ce jeu, ça va être un banger. Après, voilà, on sait que Camille Combal, il a un ton. Je suis un peu comme toi, le M. Je trouve aussi qu'il est très bon. Hein, Bataille navale, une vraie gênance télévisuelle, ouais. Donc voilà, moi j'ai pas été très convaincu par le format. Camille il sait mettre son style, mais j'ai trouvé le format un peu lent et je m'étais dit, bon, ça peut pas faire 2 millions 5, surtout sur la période de l'année. Qui sera le plus nul a fait 4,5 millions de téléspectateurs, 22% de PDA et 36,9% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans sur la P1. Et sur la P2, ils ont même réussi, donc c'est plus tard, hein, de 22h25 à 23h35, ils ont réussi à attirer plus de monde devant la télévision avec 4,16 millions de téléspectateurs, soit 29,2% du public et 48,2% sur la cible commerciale. Alors oui, en effet, t'as rien compris à la bande-annonce, ouais, je comprends aussi, Hello, sans pub sur la case non. Ouais, en effet, on a eu ce phénomène assez rare, c'est-à-dire que TF1 n'a pas mis de publicité lors du prime de Camille Combal. C'est-à-dire que les 4 millions, les quasiment 50% des FRDA n'ont pas été monétisés. Et je trouve ça assez fou. Vous vous rendez compte? C'est comme si, moi, les vidéos que je mets sur TikTok, elles sont plus monétisées. C'est-à-dire je peux taper des fois 100 000, 150 000 sur une vue, et ce qui peut me rapporter un peu de pépette. Et eux, TF1, qui en a besoin, hein, ils n'ont pas monétisé. Donc à la fois, c'est une stratégie, parce qu'on le voit là, l'audience était très haute. Maintenant, je pense qu'un format qui n'aurait pas intéressé, les gens seraient partis aussi. Donc c'était une stratégie de la part de TF1. Ça a fonctionné. On verra maintenant sur le deuxième numéro si Qui sera le plus nul va réussir à convertir l'essai, hein, à arriver à transformer l'essai, à essayer de conserver le téléspectateur. Est-ce qu'on est vraiment sur un phénomène épidermique, vraiment épiphanique quasiment, ou on est sur quelque chose qui va devenir un vrai divertissement. Et c'est presque, je veux dire, rassurant quand même pour le divertissement de TF1. Voilà, moi j'ai pas été très fan de ce format-là, mais si des gens sont fans de ce format-là, c'est plutôt rassurant. C'est cool de dire qu'un nouveau format fonctionne à la télévision. On verra maintenant sur le moyen long terme ce que ça donnera. Voilà, vous êtes plusieurs à ne pas avoir compris la bande-annonce. C'était voulu, c'est un oubli. Alors, c'est jamais un oubli. C'est jamais. On n'oublie jamais une publicité à la télévision. C'est le nerf de la guerre. Merci Cisco Kent pour la rose. Comment ça se fait? C'est des choix. C'est des choix stratégiques. Salut Cookie. Ils vont faire exploser les tarifs des pubs du prochain. Exactement. Tout à fait. T'as raison, très happy. Parce qu'en fait, il faut savoir que les pubs, elles sont payées en amont. Donc, c'est-à-dire que TF1 montre les grilles, hein, on sait les grilles de toutes les chaînes 3 semaines avant la diffusion des programmes. Donc 3 semaines avant, TF1 montre toutes les grilles, toutes les chaînes, avec leur régie pub aux annonceurs. Et là, les annonceurs, ils disent combien je vais mettre à tel ou tel case. Et donc là, on n'a pas eu de page publicitaire. Donc ça veut dire que ils n'ont rien mis dedans. Ils font 4 millions. Et là, très happy a raison. Ils vont du coup dire, on fait 4 millions le vendredi? 4 millions
pour un divertissement à la télévision en 2026, c'est un énorme succès. C'est l'équivalent à l'époque de The Voice qui faisait 7-8 millions. Vraiment, pour vous dire comment l'époque elle a évolué. Un divertissement qui fait 4 millions, c'est The Voice de 2010 qui fait 7 ou 8 millions de téléspectateurs. Donc là, ils vont vendre vraiment des très très grosses cases et on verra si ça continue à fonctionner. Mais en tout cas, je pense que là, l'objectif, c'est de se mettre dans des cases publicitaires. Et de toute façon, ils auront vendu. Ça peut faire 1,8 million. Bah, les gens, ils en remettront pas de sous peut-être après. Mais en tout cas, là, ils ont mis pas mal de sous dans ces tranches-là. Tu penses que Camille Combal est vraiment le meilleur investissement de TF1? Alors, ça fait un moment maintenant que Camille est sur TF1. Je pense en tout cas, il est venu apporter quelque chose de neuf. Ça, c'est sûr et certain. Combal, il est venu apporter quelque chose de neuf. Il avait ce petit truc déjà en plus chez Hanouna en tant que chroniqueur, en intervenant. Il surclassait un peu les autres. Il a un vrai talent et je pense que c'est un bon investissement ouais, pour le moyen long terme. De toute façon, je vois pas où Camille pourrait aller après TF1. Il faudrait qu'il glowdonne vraiment, mais je pense pas. Il a beaucoup de talent, il pourrait rester ici très longtemps. Moi, je le verrais plutôt un jour, vraiment. Je fais un guess sur Camille. Un jour, il sera patron d'une station de radio. Voilà, je vous le donne, mais dans plusieurs années. Hein. Mais je vous le donne. C'est très rare dans l'histoire de TF1 avoir lancé sans pub complètement Samy. Ne croyez pas au programme, ont eu peur de devoir rembourser. On ne rembourse jamais hein, des encarts publicitaires. Ça, on rembourse jamais. C'est-à-dire que c'est les annonceurs qui décident ou non de mettre de l'argent. Peut-être qu'avec les précédents... Là, j'ai pas cette information-là. Peut-être qu'avec les précédents vendredis, avec des audiences basses battues par des France 3, des France 2, etc., ils se sont dit, pour ce nouveau programme, on veut le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Parce que même quand on ne croit pas au programme, on met quand même de la pub. On essaie quand même de rentabiliser un programme qui nous a coûté cher. Là aussi, il faut dire les choses. Quand on voit la production, on n'est pas sur une ultra grosse production à la Koh-Lanta, à la The Voice, à la Masked Singer. On est sur une moyenne production. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, on va essayer de bien l'installer et on va essayer de le faire sans pub. Mais je pense pas, quand on ne croit pas à un programme, on met quand même de la pub. Il faut essayer de rentabiliser au maximum le programme. On m'a dit que TF1 était en crise d'argent. Je pense pas que ce soit les pires. Je pense que c'est pas une crise d'argent, on est plus sur une crise, pas TF1, mais du marché publicitaire. On a déjà parlé ensemble. Et on a une crise du marché publicitaire global, mais pas spécialement TF1. Et même si TF1 voit quand même, avec la concurrence, sa PDA parfois un peu baissée, ça reste toujours la première chaîne d'Europe. Ça reste toujours le mastodonte et un énorme groupe qui n'est pas dans une crise totale. Juste, ils ont une baisse du revenu publicitaire et du coup, il faut réfléchir à des nouveaux formats. T'as adoré, toi, David Gilles? Bah voilà, les gens qui adoraient divertissement ou abrutissement. Ah, ça, cookie, ces propos t'appartiennent. Ces propos t'appartiennent. Après, le divertissement, on ne demande pas non plus que ce soit toujours intelligent, comme on dit. Faut que ça divertisse. Donc, quand on passe une semaine un peu fatigué, quand, je sais pas, on a passé Nouvel An seul ou Noël seul, si on a un divertissement qui fait du bien, quel qu'il soit, tant mieux. Ça m'a surpris à la diffusion d'aucune publicité. Ouais, je comprends. Tu as l'accent qui sort ce soir, haute, rose, on l'entend. Ah ouais. Je me suis pas rendu compte ici. Là. J'ai un petit accent. Non, non, mais alors je l'ai pas forcé. Hein, et je m'en suis même pas rendu compte. Star Academy, le lendemain, a eu des pubs de moins de 3 minutes complètement. Et à Star Academy, ça a aussi fait un énorme carton. Hein. Ils ont gagné 700 000 téléspectateurs sur une semaine. C'était la 200e, il y avait plein d'anciens. Il y avait une vraie petite ambiance. Et puis je pense Star Academy reste un phénomène. Là, pour le coup, que ce soit même sur les FRDA, on est sur des très gros scores. Cette saison est un réel succès. TF1 est une chaîne diffusée dans l'Europe entière. On oublie que ça a été la première chaîne européenne. C'est vrai, le bas. Est-ce que c'est possible que personne ait voulu mettre sa pub dessus? Non, on a toujours des gens, c'est-à-dire que TF1 a toujours besoin de se faire de l'argent. Donc même un petit annonceur, en gros, il y a les cases, ils mettent des tarifs dessus. Donc les annonceurs, ils arrivent. S'ils voient que personne ne met d'argent dessus, ils descendent les tarifs. Il y aura toujours quelqu'un qui va mettre de l'argent. Donc parfois, c'est comme ça qu'on dit que le marché publicitaire baisse. C'est aussi le fait que les annonceurs vont mettre moins d'argent sur ces cases, mais on n'arrive jamais à un stade où aucun annonceur, parce que même toucher 30 000 personnes, ça a un intérêt pour les annonceurs. Ton analyse format YouTube est très pertinente, c'est peut-être ce public perdu qui est venu. Je sais pas, Cisco.
peut-être. Après, je fais pas des... en live, on n'est pas des millions de téléspectateurs, on est toujours voilà, entre nous, toujours pour ces lives. Mais est-ce qu'il y a un public? Je pense qu'il y a un public en effet qui va sur les plateformes. Hein, ça, on l'avait vu, hein, il y a un temps d'écoute qui bascule sur les plateformes. Et maintenant, qui est sur TikTok, qui est sur Insta, qui est sur YouTube. Et en effet, il y a cette nouvelle consommation-là qui est là. Mais après, ici, bah, on prend aussi du recul par rapport aux médias mainstream, hein, des anciens médias. Mais ça reste toujours intéressant à faire. Mais en tout cas, c'est gentil si tu parles, si tu penses que tu dis ça parce que ce que je fais est intéressant. Perso, je rate pas les divertissements à la télé. Je comprends Cookie, t'as raison. Moi aussi, j'en rate de moins en moins. Et je vois bien Hanouna président de chaîne dans 4 ans. Bah, ça a toujours été son rêve. Camille sera le De Chavannes du futur. On lui souhaite pas la fin, Ralpha, on lui souhaite pas la fin de Chavannes. Combat a donné un coup de jeune dans le ton de l'animation sur TF1, son arrivée a marqué un tournant, c'est vrai. Est-ce que tu as les audiences des 12 coups de midi d'hier? Si tu veux, je te donne les 12 coups de midi d'hier. Vraiment, ce soir, je vous régale. Hein. Qui c'est qui produit C'est BBC Studio. Donc, c'est une boîte de production anglaise. Alors, les 12 coups de midi hier, ça a fait 2,68 millions, 32,6, donc gros score. Toujours un gros score. Hein. À 30%, de toute façon, c'est toujours assez impressionnant. Camille Combal est devenu le Cyril Ferraud de TF1. Je sais pas. Je pense que Combal a eu. Je pense que Camille a eu un succès bien avant que Cyril Ferraud n'explose sur France 2. Programme qui a coûté combien en production? Bonne question, François. J'ai pas le montant, mais au vu de ce qui est proposé, on est sur un studio simple, hein, une petite salle de classe. Je trouve on est sur un format de production YouTubesque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, François. C'est-à-dire, on n'a pas énormément d'éléments qui coûtent extrêmement cher en production. On a un studio, des invités, donc certains invités qui ont été payés pour participer. Je pense que c'est même le montant le plus cher. Mais pour le reste, je pense qu'on n'est pas sur un montant extrêmement élevé. Il paraît que les 12 coups de midi, ça embête. Je sais pas qui ça embête. Les gens ont bien adoré enfin une nouveauté qui respire, c'est ça. Est-ce que pour le coup, il faudrait pas faire moins de pubs, mais plus cher pour vraiment ramener plus? Je vois ce que tu veux dire, plus de monde. Je vois ce que tu veux dire, Bilal. C'est intéressant ce que tu dis. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Je te dirais que diminuer les espaces pubs ferait en sorte d'avoir du coup, une sorte de monopole ou oligopole des marques qu'on verra à la télévision, et donc une pluralité de pubs qui serait diverse, qui serait moindre, je veux dire. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de la pub? On a vu quand même que la publicité peut encore impacter les gens quand on voit la pub Intermarché avec le loup mal aimé. Donc on voit quand même que ça peut avoir un certain impact. Je pense que pour le bien d'une chaîne, plus tu peux multiplier, mieux c'est. En vrai, leur intérêt, ça serait d'avoir même des pages de publicité de 12, 15, 16 minutes, s'ils pouvaient avoir du monde devant. Et les 12 coups de midi, ça marche. Bah, je t'ai répondu. Salut Caroline. On peut monter pour parler des programmes télé. Les programmes télé. Tu penses à quoi des programmes télé? On peut monter. Ah, venir parler avec moi. Bah, ce soir, j'avais pas trop prévu. J'avoue, on a un gros line-up, Caroline. Mais si tu veux qu'un de ces quatre, on peut organiser ça. On peut organiser ça prochainement pour en parler. Mais j'avoue que là, ce soir, comme on a pas mal de sujets, Caroline, ça risque d'être un peu plus compliqué. En tout cas, j'espère que... Je crois que c'était ça, Caroline. Tu étais... tu es candidate à la mairie de Lyon. En tout cas, voilà, je te souhaite une bonne campagne. Je ne me rappelle plus de ton parti exactement, mais je te souhaite une bonne campagne. Bon, la Star Academy, j'accroche moins que l'année passée. Ça cartonne, hein, pourtant, Tony, ça cartonne. Tu en penses quoi de Camille? T'en penses quoi de moi? T'en penses quoi, ton frère? Moi, je suis pas objectif. J'adore Camille Combal, même hors de la télévision. Ça a toujours été quelqu'un qui est très chouette, très rigolo. Il fait les mêmes blagues à la télé que en vrai. C'est un gars qui est vraiment marrant. Donc, ouais, Camille, moi, j'en pense que du bien. Et je pense qu'il est très talentueux et qu'il aurait pu éclore plus tôt. Abonné à ton compte Insta aussi. Merci Cisco, t'es génial. Jean-Luc Reichmann est plus fort que Cyril Ferraud dans les audiences. Ouais, ça veut pas dire que après. Salut Jules, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, je prends un siège et je m'installe pour le live. Parfait, normalito. Le cast coûte un peu cher quand même. Ouais, je pense que c'est ça qui coûte cher. Je pense que dans le cast, Nabila doit coûter extrêmement cher.
Joe Star, il a coûté extrêmement cher. Jacques Legros, ça va. Tatiana Silva, ça va. Je pense que les autres, ça va. Mais les deux plus chers, c'est Joe Star et Nabila, doit avoir coûté un coût monstrueux. L'après-midi chez TF1 est terrible. À l'époque, tu passais de côté ouest. Les programmes AB, c'était fou. C'est vrai. Comme les recettes pompettes, concept phénoménal qui a dépoussiéré les concepts télé. Ouais, mais très happy, si tu connais un peu l'histoire des recettes pompettes, ça a été arrêté parce que ça faisait la promotion de l'alcool. Et donc là, ça devenait trop compliqué. Salut Lutamomo. Je rate pas tout ce que vous dites. Hein. Je sais que TF1 va lancer The Box. Est-ce qu'il va réussir comme qui sera le plus nul? J'y crois. Bah, on verra bien. On verra bien. Bah oui, bah parfait Caroline. Bah si un jour vous voulez, voilà, vous voulez qu'on fasse des spéciales, qu'on parle de certains programmes et venir parler avec moi, le mieux c'est de le faire en amont parce que là comme je prépare à chaque fois le line-up, ça devient un peu compliqué de le faire péter d'un coup parce qu'il y a d'autres sujets. Et si un live avec Camille Combal, je pourrais lui proposer, Ouais, je pense que faudrait un jour on fasse des lives, on est 300, 400 et peut-être qu'il va venir. Mais il suit, hein, je pense qu'il suit. Il vous voit. Alors. Alors. Camille est très talentueux. Ouais, Jules, ouais, t'as raison. Les corporate viennent peut-être même gratos. Oui, je pense que ceux qui sont de TF1, eux, il n'y a pas trop de soucis. Le casting le plus cher, c'est Nabila. La Star Cut, exactement, tout à fait. Merci Sissi encore pour les roses. Hein. Je remercie un peu en retard, mais quand je vois que tu les as envoyés. On fait une spéciale pour la première de l'île de la Tentation. Ah ouais, mais vraiment, Hello, elle veut trop sa première la l'île de la Tentation. Et peut-être que ça se fera. On va passer, on parlait de succès, on va parler de flop, malheureusement, pour notre cher Olivier Mine qui a fait son baptême du feu avec Pandore, parce que bon, il avait déjà lancé le maillon faible, qui fait un bon démarrage hein, pour M6, hein, soyons honnêtes, hein, qui fait un bon démarrage. Camille fait partie des animateurs qui font encore rire. Tu dis non, Maïto, je sais, d'accord. Je sais que tu veux pas. Ouais, on en discutera, on discutera. Pandore, j'ai pas accroché. Salut Carly. Donc Pandore, nouvelle émission qui se voulait une sorte de jeu d'aventure, de réflexion, de casse-tête, etc. Version M6, inspirée de la mythologie grecque, que j'adore personnellement. Hein. Il est vrai que la lenteur du format, le fait qu'il y ait plein de règles, qui ne soient pas forcément très simples. Les jeux les plus simples sont ceux qui fonctionnent. Donc, quand il y a une mécanique qui est rapide ou qui se comprend en regardant un peu à la koh, souvent on nous explique les épreuves, on dit je comprends rien, et quand tu les vois, tu fais mais c'était méga simple. Quand on a un format qui est simple, ça permet de mieux comprendre. Là, je pense que le format était assez compliqué. J'ai adoré. En vrai, voilà, on parle d'Olivier Mine. Je pense que le format était trop compliqué. Il aurait fallu peut-être le rendre plus simple, peut-être dans une autre période de l'année aussi. Là, les derniers épisodes sont ce soir. Mais je pense que Olivier Mine lui était très bon en rôle. Vraiment. Il a le ton, il a le style, il est sapé comme jamais. Franchement, il n'y a rien à dire. Il sait faire le taf. Bonsoir Mouna. Il sait faire le taf. En revanche, bah, je pense que le cast était pas excellent non plus. Hein. Pourtant, M6 c'est plutôt fort pour faire des castings, mais le cast n'est pas excellent non plus. Le premier numéro, la P1 a fait 1,83 million, 10,1% de PDA. La P2, 1,39, 9,5. C'est pas dégueu, c'est pas excellent non plus. On s'attendait peut-être à plus. On était en période de vacances. On a des PDA qui sont quand même au-dessus de la moyenne de la chaîne. Donc on peut dire, ok, ça va. Problème, épisode 2. Épisode 2, on perd la moitié des téléspectateurs. 952 000 téléspectateurs sur la P1, 5,5% de PDA sur la P1, extrêmement faible. Deuxième partie, 880 000, 6,2. Donc on est sur des scores beaucoup trop faibles pour M6, pour Pandore. On parlait tout à l'heure de deux prods. Pandore, c'est une production qui coûte cher. On part en Espagne, on crée des décors, on met en place une ambiance, il y a un montage qui est fou derrière, il y a de la musique, il y a un casting qui est long à faire. Pandore coûte plus cher à faire que qui sera le plus nul. Et c'est là où on voit cette différence qui est faite entre les deux. Et donc M6, comme j'expliquais tout à l'heure, annonce 3 semaines à l'avance tous les programmes. Et donc on devait avoir encore un autre numéro de Pandore la semaine prochaine. Sauf qu'il existe une règle à la télévision
on est en droit de déprogrammer un programme à condition qu'il y ait une baisse de près de 50% de l'audience d'une semaine à l'autre. Et donc Pandore a perdu près de 50%. Je crois que c'est un peu moins. On est sur des chiffres qui sont assez précis. J'ai pas tout le cahier des charges. Mais voilà, on est à peu près sur si on a une baisse conséquente de téléspectateurs, quasiment 50%, on est en droit de déprogrammer une émission. Et donc M6 a pris la décision de déprogrammer la finale qui était prévue la semaine prochaine. Déprogrammation, il y a deux termes. Il y a un terme qui signifie deux choses en télé. Souvent, quand on parle de déprogrammation, on pense à le fait que l'émission n'est juste plus mise à l'antenne, n'est plus diffusée. Là, M6 n'a pas fait le choix de ne plus diffuser l'émission. M6 a fait le choix de le déprogrammer. Donc la deuxième définition de déprogrammer, qui est celle de changer de case le programme. Donc on peut le faire uniquement si on arrive à répondre à des critères de baisse notable d'audience d'un programme à l'autre. Et c'est pour ça que ce soir, actuellement, on va avoir du coup toute la dernière saison de Pandore déstockée en une fois pendant toute une soirée. Et donc on aura le gagnant ou la gagnante vers 1h30, 2h du matin sur M6. Ils ont fait ce choix-là vraiment pour se dire on décide quand même de le diffuser. Il y a aussi un respect des gens parce que il faut savoir que si la finale n'est pas diffusée, les personnes qui ont gagné le jeu ne remportent pas leur gain. Donc c'est-à-dire que non seulement quand tu fais le jeu, tu te bats pour gagner, mais en plus, il est nécessaire que l'émission soit conservée à l'antenne et donc ne soit pas déprogrammée. Donc pour Pandore, c'est dommage pour un nouveau format. Je pense qu'il y avait plein de choses à revoir et c'était un peu du... Enfin, ça se voyait que c'était très compliqué. Ils ont misé sur quelque chose. Peut-être que certains ont aimé. Moi, j'ai pas été convaincu non plus à 100%. Je lis vos commentaires maintenant. Le problème pour toi, Carly, de Olivier Mine, c'est qu'il est trop collé à Fort Boyard. Je sais pas. Je pense quand même les gens peuvent l'apprécier encore. L'anneau de France 2 est un gros flop. Ça sera le beat 2026 de France 2 pour toi, François. On va voir le deuxième numéro du coup qui est diffusé ce soir aussi également sur France 2. On verra pour l'anneau. J'attendais de voir un deuxième numéro pour pouvoir le commenter. C'est vrai que le premier a fait une audience extrêmement décevante. Je m'y attendais plus tôt. Je me suis dit, je vois pas trop comment les gens vont pouvoir suivre tout ça. Et pareil, l'anneau, ça a un certain coût. Ça a un prix à produire. Salut Stéphanie! Il y aura une deuxième saison malgré les audiences décevantes et changements réglés moins difficiles? Non, je pense qu'il n'y aura pas de deuxième saison. Franchement, quand on déprogramme une émission, il y a très peu de chances qu'il y ait une deuxième saison. Non, mais déjà, le 1 de Pandore, j'ai lutté pour tenir 35 minutes. Ah ouais, très happy, voilà. L'anneau, ça a coûté très cher. Oui, bien sûr. Casting de 2008, yesh total. Mécanique trop copiée sur plusieurs formats. Pour toi, très happy, ouais. Je suis parti pour le prochain sujet car Olivier Mine est un animateur de la 2, époque l'ancienne et la news. Ok, cette nouveauté qui a marché sur M6, c'est 99 à battre. C'est vrai qu'il y a un format américain qui cartonne là-bas. Et qui, en soi, n'est pas malgré ce qu'on croit, n'est pas la plus grosse production qui coûte le plus cher. Salut, je t'envoie une réponse à ton mail. J'ai vu Tails, mais je t'ai dit que les informations que tu m'as données étaient mal datées. Très happy déjà qu'ils ont déprogrammé les nouveaux jours, ça commence à faire... Ça fait beaucoup là quand même, non? Partager... Oh, trop gentil. Ouais, je sais, j'ai vu Tails. Je vois tes messages. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire des autres formats avec Olivier Mine comme son quiz. Je pense qu'ils vont les diffuser. Le quiz, en vrai, un quiz, ça a plus de chances de fonctionner, c'est beaucoup plus simple. On est sur cette vague 100% logique. C'est des formats qui sont beaucoup plus familiaux, on va dire. C'est très simple à faire un quiz. On le met devant la télévision, c'est comme un blind test, c'est comme un jeu qu'on fait en famille. Chacun sort son stylo, ton petit frère, ta grande sœur, ta maman, ta grand-mère, tout le monde joue. Il y a plus de chances que le quiz fasse des meilleurs scores, peut-être que Pandore. Et en tout cas, d'un point de vue coût et retour, je pense qu'ils vont davantage s'en sortir. C'est très compliqué les nouveaux formats. TF1, France 2, M6 imposent, mais toujours très compliqué, bien sûr. Et pourtant, il faut de l'audace. Il faut essayer de proposer des nouveaux formats, tenter des coups, et parfois ça va marcher. Mais c'est aussi comme ça que la télévision va pouvoir se renouveler. J'ai dit que c'était... Ouais, en Tails, on n'est pas sur les NMA là actuellement. Et comme je te dis, ça date. Et aujourd'hui, ils sont passés à autre chose. Il n'y a pas d'affaire.
Parce que Taze me parle d'un autre sujet qui m'a envoyé par mail, mais je dis que c'est une affaire qui datait de 2016. Mine, je le verrais bien, un format confident de star à la Laurent Boyer. Ah ouais, c'est vrai, mais je pense que en vrai, ça veut pas dire que c'est Olivier Mine qui est cramé. Hein. Faut pas dire ça. Pourquoi pas Fort Boyard avec Olivier Mine sur M6 Français n'aura plus le budget. On verra. Faut pas. Pour France Télévisions, ne soyez pas complètement radical. Ce n'est pas parce qu'il y a un phénomène où ils font des économies, on leur impose des économies, qu'ils n'ont plus aucun budget pour rien. Faut être garder de la nuance. Garder de la nuance, c'est important. Je pense que le nouveau jeu quiz avec M6 et Colémine va peut-être être la bonne cette fois-ci. Peut-être, ouais, à voir. Mouna, moi je n'ai pas M6, mais j'ai lu que l'émission ne fonctionnait pas. Dommage pour lui. C'est ça, tout à fait, Mouna. T'as pas M6, c'est bizarre de pas avoir M6. T'as les autres chaînes, quand même. Colémine ne fait plus de quotidienne pour le moment. Non. Non, Samy. Passons au prochain sujet. Parce que je vous vois depuis tout à l'heure essayer de batailler. On veut parler de France Télévisions et du rugby. Nanani, nanana. Ah, tu l'avais. En Belgique, mes amis belges, que j'adore, Mouna. Bah, bienvenue, ouais, je sais que vous avez d'autres chaînes qui sont beaucoup plus chouettes. Vous avez le Grand Cactus, et ça, c'est pas mal. Moi, je kifferais un vrai talk show en animateur, genre Jamie Ferrari. C'est vrai que ça pourrait être chouette. Mais faut lui laisser carte blanche, pas lui dire faut faire ci, faut faire ça. N'ose pas ses vannes. Faut le faire comme le Grand Cactus, faut y aller. Ça que je sens que le dernier quiz sur M6 avec Le Marchand et Plaza s'était planté. Ouais, mais c'était avec Le Marchand et Plaza. À voir. Ouais, le Grand Cactus, c'est un banger. C'est un banger. Parlons un peu du rugby sur France 2. Alors, faut remettre tout le contexte actuellement. France 2, ça appartient à France Télévisions, comme vous le savez. France Télévisions, depuis maintenant 15 ans, on leur réclame des économies chaque année. Tout le temps. Donc, chaque année, on leur demande de plus en plus de grosses économies parce que, voilà, on estime que il faut tailler dans le gras. Donc, Delphine Arnott, depuis qu'elle est arrivée en 2015, n'a fait que ça, des économies. Contrairement à ce que certains donnent l'impression, elle n'a pas spécialement cramé la caisse. Elle a aussi diminué des budgets. Elle a aussi produit des événements, enfin elle a réussi à avoir les événements comme les JO, le sport, ça coûte extrêmement cher. Faut savoir, typiquement, je voyais tout à l'heure, elle devrait céder ci, virer ci. Le sport à la télévision n'est pas rentable en clair. En clair. C'est-à-dire que si vous êtes dans un format payant, Canal+, Beansport, RMC à l'époque, Ligue 1+, voilà, tout ce qui existe, DAZN, Amazon Prime. Quand on est une chaîne payante, proposer du sport en payant, c'est rentable. Pourquoi? Parce que tu vas chercher un équilibre en fonction de l'abonnement que tu vas mettre et du prix que tu vas mettre sur les compétitions. C'est la raison pour laquelle les chaînes payantes sont parvenues à récupérer une grande majorité du sport à la télévision. Donc quand on est une chaîne en clair, on essaie de proposer, quand on propose du sport, on est dans le négatif, que ce soit les JO, que ce soit le football, que ce soit le rugby, que ce soit le Tour de France, que ce soit Roland Garros, etc., etc. Le sport sert à rassembler les gens devant la télévision, permet de conserver un lien entre le téléspectateur et le sport. Et c'est ça ce que fait France Télévisions. France Télévisions mise sur du sport parce que c'est un service de mission publique. Vraiment, c'est dans leur mission, c'est dans leur devoir de proposer au plus grand nombre du sport. Et donc, historiquement, France 2 a toujours été le diffuseur historique du tournoi des 6 nations de rugby. Pourquoi? Ça permet d'avoir le service public qui propose une grande compétition qui a d'ailleurs permis à France 2 quand même de signer la meilleure audience de l'année 2025 avec le tournoi des 6 nations. Donc le rugby reste un vecteur d'audience et donc surtout fédérateur devant la télévision. Mais quand on l'a, on perd de l'argent. Le problème, c'est que si le service public cède l'ensemble des droits à des entreprises privées, demain, on pourrait se retrouver avec Roland Garros complètement privé, le tournoi destination complètement privé, certaines rencontres complètement privées, des Coupes du Monde qu'on ne pourrait même plus regarder sans avoir besoin de payer un abonnement. Donc c'est pour ça que le service public est nécessaire au bon fonctionnement
des grandes compétitions et à l'accès au sport pour le plus grand nombre. Sauf que problème, depuis des années, on demande à faire des économies de toutes parts. Et cette année, ce n'est pas parce qu'il y a eu une commission d'enquête qui est tombée ou quoi aux caisses. C'est parce que c'est l'année où on a demandé la plus grosse économie sur une saison à France Télévisions. Ils ont réclamé 150 millions d'euros 150 millions d'euros d'économie à France Télé. C'est-à-dire que déjà l'année précédente, ils avaient fait, je crois, 70 ou 80 millions d'euros d'économie. Et là, on leur demande de faire plus du double. Plus du double. Et c'est pas comme si en un an ils s'étaient engraissés. C'est plus du double d'économie. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu réduis certaines émissions, tu écartes certains programmes, tu décides de mettre des best-of à certaines périodes de l'année. On l'a vu notamment avec C'est à vous, hein, parce qu'on parle beaucoup de Media One qui a accès à beaucoup de choses. Oui, Media One est très influent et une grosse partie est très présent sur le service public. Il peut y avoir un vrai débat. En revanche, quand il a fallu dire à C'est à vous, que ce soit C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine ou C'est à vous, Mohamed Bouafsi, de dire en fait pour faire des économies, parce qu'un direct ça coûte cher, on va préférer faire un best-of sur une semaine. Rien qu'une semaine, ça fait des économies. Donc tout ça, ça a un but. Donc France 2, ils se sont dit, on doit céder des compétitions. Le sport, ça coûte cher. Faut qu'on trouve de l'argent. Pour vous situer un tout petit peu, France 2 a récupéré les droits du tournoi à destination de rugby il y a un an pour jusqu'à 2029. Ils ont le tournoi à destination chaque année. Ils payent à peu près 30 millions d'euros par an pour pouvoir diffuser ces matchs-là. Donc 30 millions d'euros pour avoir tous les matchs. TF1 avait déjà essayé de récupérer ses droits il y a un an. Ils n'ont pas réussi. La fédération de rugby a préféré les céder du coup à France 2. Et on se retrouve du coup avec France 2 qui a l'ensemble de ses droits pour à peu près une bagatelle de 30 millions d'euros. TF1, eux, ils sont là en mode « Ah, vous êtes en crise les copains. Nous, on aimerait bien le rugby, on a bien vu. » Diffuseur historique du rugby, de la Coupe du Monde de rugby, TF1. Ils ont récupéré les matchs tests, la Coupe des Nations 2026-2027 pour l'automne. Donc on a TF1 qui a envie de faire du rugby. Ils ont Isabelle Turburu, ils ont Stéphane Etcheverry, ils ont aussi des visages qui aujourd'hui font du rugby. Donc eux, il y a une certaine cohérence du côté de TF1 à essayer de récupérer du rugby sur son antenne. Et donc c'est la raison pour laquelle ils sont partis négocier avec France 2, France 2 qui a besoin de liquidité pour pouvoir vendre une partie des matchs. Ils ont récupéré, TF1 a récupéré 9 matchs sur 15. C'est énorme. Ils ont même récupéré du coup 2 matchs des Bleus qui seront diffusés sur TF1 et non pas sur France 2. Précisons quand même que France 2 a conservé le tout premier match des Bleus et le match de clôture. Ce qui est quand même, pour préciser, c'est-à-dire qu'ils en ont 6. Et sur les 6, ils vont essayer vraiment de s'en sortir avec ça. Et donc la vente, elle serait estimée, selon mes sources, qu'on m'a dit, entre 15 et 20 millions d'euros. Donc France 2 va récupérer 15 à 20 millions d'euros cette saison, parce qu'ils ont acheté les droits que pour cette saison. On verra la saison prochaine en fonction de ce qui va être réclamé. Donc, toutes les économies sur 150 millions réclamés, si on retire déjà 20 millions, ça fait déjà, on avance quoi. On avance pour France Télévisions, pour Delphine Anotte. Donc c'est des choix. C'est des choix qui sont faits en période de crise, voilà. C'est ça, quand on te demande de faire des économies, quand tu ajoutes des dettes, but de la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. Excusez-moi, je vous donne en direct les scores. Mais si voilà, c'est comme quand vous avez un budget chez vous et qu'on vous met des dettes par-dessus, et vous décidez d'aller moins au restaurant, vous décidez de ne plus aller au cinéma pour essayer de réduire, faire des économies et faire en sorte d'être le moins possible dans le rouge. C'est un choix de France Télévisions que l'on peut regretter pour un diffuseur historique qui montre aussi une fébrilité budgétaire. Et quand on en revient à céder des matchs d'une telle qualité, disons les choses, le tournoi à destination, c'est la Rolls-Royce du rugby, c'est l'équivalent vraiment pour le grand public d'une Ligue des champions de football. C'est vraiment une des grosses attentes, ça fait des très gros scores d'audience et donc forcément ça fait mal au cœur. Je vais lire vos commentaires, évidemment, vous le savez, je lis toujours vos commentaires, mais il fallait que je mette tous les éléments et on va en parler ensemble.
Alors, le rugby maintenant, ouais. Économie, ouais, Samy, c'est ça. J'espère que j'étais assez clair. Salut Thomas, j'ai pas eu la notif du live. Ouais, bonne année à toi, ouais. Tony, pour moi, je trouve le budget de France Télévisions très inquiétant. Pas le budget. Ou à part si tu estimes que le budget réduit est inquiétant. Mais c'est pas le budget, c'est les économies qui sont imposées. Salut, pourquoi? Je déteste le rugby, encore une décision catastrophique de Arnaud qui doit démissionner. T'es un peu radical. Après, chacun ses goûts pour le rugby. On n'aime pas. Chacun ses goûts. Coupe de France va avoir le même sort apparemment. Après, il faut savoir que la Coupe de France, personne n'en veut. Hein. Déjà qu'à l'époque, la Coupe de la Ligue, c'était difficile. La Coupe de France, alors, il y a Beansport qui en diffuse une partie. Pour la vendre, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais en tout cas, voilà, c'est parce que ça coûte cher à produire. T'envoies des gens sur place, ça a un prix et t'as du mal à le retourner vers toi. Salut Sévan, coucou, bravo à l'Algérie pour votre victoire. Alors, je ne suis pas algérien, mais les Congolais, vous restez les plus stylés. C'est vrai, c'est les mieux sapés. Bah moi, j'étais mon cœur balancé entre l'Algérie et le Congo. Hein. J'ai aussi un lien aujourd'hui avec le Congo. J'ai de la famille congolaise maintenant par mon frère. Le rugby reste un. Oh non, c'est un peu handicap ça là. Je dirais pas. Non, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Peut-être que le rugby ne permet pas de rincer des amis producteurs. Faut bien payer Nagui. Non, mais c'est pas ça qui paye Nagui. En fait, c'est ça qui est fou. C'est pas ça qui paye Nagui. Quand on réclame des économies, c'est peut-être plus les taxis, les salaires astronomiques. Les émissions chips surpayées. Alors les salaires, la Cour des comptes les voit et ils n'ont pas précisé que c'était les salaires qui posaient problème. Je pense qu'il y a une gestion humaine à avoir et à recadrer. Mais ça reste quand même, les coûts les plus importants, ça reste la programmation. C'est programmatique. On va perdre Roland Garros, le Tour de France, le rugby. Non, Tony, tombez pas. Alors, très important, gardez votre esprit critique. Le petit discours qui vient de dire que Nagui, à lui tout seul, ferait couler France Télévisions, c'est un discours qui est faux. Qui est faux. C'est important de le dire. Nagui, aujourd'hui, il a une quotidienne, il a Taratata, il a des primes, mais il est loin d'être le producteur qui perçoit le plus d'argent à la télévision. C'est très important. Vraiment. D'autant plus que France Télévisions paye beaucoup moins les producteurs que les autres groupes. C'est important de le préciser. Parce que je vois la petite musique là, Nagui, Nagui, Nagui. Là, on est clairement... gardez votre esprit critique. Pourquoi le nom de Nagui est sorti? Qui a sorti le nom de Nagui? Quel est le but? Posez-vous ces questions-là. C'est important de se poser ces questions-là parce que imaginez qu'un groupe serait en crise à cause d'une seule personne. C'est un système qui est beaucoup trop facile. On n'est pas loin voilà, de se dire le complot, etc. Je dis pas qu'il ne faut pas réformer, voilà, peut-être le financement, j'ai pas tous les chiffres, le financement de l'ensemble des producteurs. Voilà, je parlais tout à l'heure de Media One, c'est pas Nagui. L'ensemble des producteurs qu'on peut voir à la télévision, mais se dire qu'on va perdre tout le sport à cause de Nagui, c'est populiste et c'est mettre, on va dire, une problématique sur un homme, alors que c'est pas lui le problème. Quand on prend un peu de recul, c'est pas lui le problème. Bilal, le pire du pire, c'est que quand on voit le budget 2026, il leur demande encore plus d'économies. C'est chaud. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça, Bilal. C'est que si on veut pouvoir tuer France Télévisions, bah on lui retire tout. Est-ce que France Télévisions a une chaîne en moins? Après, ça c'est possible. Ça c'est possible. Tu fais revenir Patrick Sébastien au grand cabaret, je le préfère en animateur qu'en politicien. Ah ok, normal, ça je comprends normalito. Elisabeth Herburu, une grande pro, c'est vrai. Pourquoi? Comme d'habitude, on bazarde ceux qui marchent sur le public et on garde les bides. Ouais, après, comme j'ai expliqué, c'est que ça coûtait cher. 20 millions, on mettait Best of Nagui en été et c'était réglé. 20 millions. Ouais, bah voilà. De toute façon, ouais, je lis les trucs. Je venais de faire mon. J'aurais dû faire ma défense de Nagui. Même si je suis pas. Voilà, je le connais même pas, Nagui. Et j'ai rien à défendre, mais c'est juste, vous savez, j'essaie toujours d'avoir une honnêteté intellectuelle et ne pas tomber dans quelque chose comme ça. Euh, de l'argent quand je vois le prix des émissions achetées. Oh là, ok. Dès qu'il y aura Nagui, je relirai plus, à part si quelque chose de nouveau. Super ton contenu, toujours très intéressant, objectif. Merci beaucoup, El Chapo. Merci beaucoup. Et bonne année. Samy, les Jeux Olympiques aussi ne sont pas touchés les droits et sécurisés par France Télévisions. Ouais, mais après, les Jeux Olympiques, demain, ça coûte cher, ça peut être aussi compliqué. Important à savoir également, euh,
Là, on a le tournoi destination qui est arrivé à peu près aussi au même moment que. Il y a une partie qui est au même moment que les JO d'hiver. Donc aussi, ça les superposer. Donc c'est aussi une pierre de coups, un moyen de trouver d'autres cases, hein, parce que ça en fait beaucoup. Pour toi, Balou, c'est du racisme. Je, je sais pas si c'est du racisme. J'ai pas entendu de propos racistes. Je n'oublie pas Féro, je suis juste. Mais pareil, mais en fait à ce moment-là, tous les producteurs, après on pourrait simplement dire les producteurs animateurs ne devraient pas exister sur France Télévisions. Mais en fait, ne cibler des gens en pensant qu'ils sont vraiment le problème du groupe, c'est compliqué. Si Nagui démissionne France Télévisions, que va-t-il se passer? Rien. Rien. C'est une déduction de plusieurs personnes car Nagui est là depuis plusieurs années. Ouais, bah ouais, c'est une déduction depuis plusieurs personnes. Si on regarde aussi comme il s'appelle, un Laurent de la Housse, il est là depuis plusieurs personnes, il y a eu plein de productions, il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Voilà, il y a des groupes, il y a des gens qui sont là depuis de nombreuses années. Une déduction parce que quelqu'un est là depuis plusieurs années, je trouve ça un peu sévère. De toute façon, on va en reparler tout à l'heure, mais je trouve ça un peu sévère. On le voit un peu trop, Nagui. Bah en fait, on le voit en quotidienne. Nagui, on le voit que dans N'oubliez pas les paroles. Je trouve pas que Nagui soit la personnalité qui truste le plus la télévision. À part N'oubliez pas les paroles, donc du coup il est 1 heure par jour à la télévision, on le voit pas. Alors, il faut bazarder France Info, ça ne sert à rien pour toi Balou. Alors là, on va dire c'est plus un sujet. De se dire, est-ce que le service public a besoin de cette chaîne d'information en continu quand on sait déjà le danger de l'information continue, le mal que ça peut faire sur le service public, et le fait qu'il y ait d'autres chaînes qui fonctionnent bien mieux et qui font plus d'audience, et enfin que France 2 a déjà des équipes de journaux, que ce soit sur France 3 et sur France 2, qui font de l'information. Donc on peut dire qu'il y a aussi une redondance par rapport à ça. Non mais bien sûr, c'est pas le problème, c'est le système qui permet ça, le problème. Tout à fait pourquoi, c'est ça. Les gens n'ont même pas lu le rapport de la Cour des comptes, les gars, vous croyez vraiment que, genre, si ça serait vraiment le même. Les producteurs animateurs, le problème, ils les auraient pas soulignés. Ça fait 40 ans que le scandale animateur sur les services publics existe. Tout à fait, c'est vrai. Ça serait France 5, je pense, qui passerait à la trappe. Oh non, ça, Tony, ça, tu l'as sorti de ton chapeau. Arrêtons cette démarche populiste, genre, ouais, c'est un tel, exactement. Bilal rejoint mon analyse, qui est, euh, qui est en gros ne pas être plus dans la. En fait, il faut être plus dans la nuance, pas se dire que, genre, il y aurait une personne qui fait tout couler, voilà, qui sauverait le service public. Ils ont mis une fatwa sur Nagui, en plus, les propos ont été tenus au conditionnel. Exact. Alors, un conditionnel qui était dit indicatif, mais ouais. Donc, aucune preuve réelle, juste des suppositions. C'est vrai, Stéphanie. Mais c'est important, voilà. C'est pour ça que je dis important d'aiguiser son esprit critique. C'est ce que je pense, je me le souhaite pas du tout, ok. Après, j'avoue n'avoir jamais aimé Nagui, que je trouve très suffisant, surtout avec les candidats. Ça, c'est un autre sujet, pourquoi? Ça, c'est un autre sujet. Et ça, t'as 100% le droit de le penser. Et je me battrai pour que tu le penses. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas. Je dis pas. D'ailleurs, moi, je rate pas beaucoup de problèmes avec Nagui. Il y a des séquences où je l'ai pu le trouver, voilà, parfois un peu lourd sur ce qu'il a pu dire à certains candidats. Euh, mais je me dis, il faut toujours avancer des critiques à partir de faits et il faut bien être conscient de d'où nous sortent telle ou telle information. Et quand on sait que voilà, Cyril Hanouna n'a jamais montré une forte amitié envers Nagui, bah, on peut comprendre que il en profite pour le taper dessus. Quand on sait que, en effet, comme disait tout à l'heure Tony, il est depuis plusieurs années, donc c'est aussi un visage emblématique de France Télévisions. Donc taper sur un visage emblématique de France Télévisions, c'est taper sur France Télévisions. Et ensuite, forcément, bah, quand ça vient de certains médias, de certains partis politiques, ils ont aussi un agenda qui est derrière, et ça ne vient pas de nulle part. Donc c'est assez important, on en parlera tout à l'heure de Nagui, mais c'est assez important de pouvoir prendre un peu de recul. Nagui est génocide en atteint à France TV, je pense que sinon son nom serait pas sorti en ces termes. Après, son nom est déjà sorti un peu tout le temps, hein. Un peu comme les infos politiques balancées au canard par ceux de ton propre parti. C'est souvent ça en télé et en politique. Ouais, après, je pense que Nagui, pour le coup, vous savez quoi, on n'a qu'à en parler dès maintenant.
Nagui contre Charles Aloncle, comme ça c'est fait. Je pense que Nagui, pour le coup, c'est plus ce qu'il représente. Voilà, il s'est toujours assumé de gauche, il a toujours dit qu'il luttait contre le FN, il a même dit qu'il quitterait la France si le FN arrivait au pouvoir. Euh, il s'est jamais caché d'un engagement écologique. Il a toujours fait énormément de, il a pris des positions. Il a pris des positions. Il a parlé de génocide en Palestine, ce qui n'a pas plu, ce que j'expliquais à certains médias ou à certains politiques dans leur agenda politique. Donc Nagui est très vite devenu, comment dire, une cible. Est devenu une cible. Donc mécaniquement, il y a eu une campagne contre lui et parce que en fait c'est simple. Il y a eu Patrick Cohen, il y a eu Thomas Legrand. Là, s'il faut trouver un nouveau nom, c'est, on va dire, évocateur pour tout le monde, mettre une cible sur quelqu'un. Moi, la réalité, c'est les faits. Et donc, quand Charles Aloncle dit que Nagui est payé, est la personne la mieux payée de France Télévisions devant un dirigeant du service public, devant un ministre ou devant un président de la République, euh, c'est très dangereux si on n'a pas de faits. Si on n'a pas de faits, vraiment, c'est extrêmement dangereux sur ce point-là. Tout ça parce qu'il mange des graines, j'ai pas vu dans Manito. Salut Fafa. Je sais plus que Kanuna ne s'entend pas si mal avec Arnott. Euh... Oui, je crois qu'ils sont pas en guerre. Ils sont pas en guerre non plus, hein. En effet, Sevan. Ils sont pas en guerre. Mais voilà, donc, quand Charles Aloncle dit ça dans une émission, dans une interview à Sud Radio, il a aussi, voilà, c'est une petite bille qu'il met, c'est un petit quelque chose. C'était en avril 96. Ok. Monsieur Aloncle, avant de juger les autres, il devrait d'abord se regarder genre compte Facebook. Et oui, oui, parce qu'en effet, il s'est fait épingler par certains médias, Charles Aloncle, pour un passé où il était administrateur d'un groupe Facebook. Donc, je vais vous rappeler, je vais expliquer un peu toute cette histoire Nagui contre Charles Aloncle. Euh, Charles Aloncle, c'est un député UDR qui appartient au parti d'Éric Ciotti, un parti qui est de droite, qui a décidé de s'émanciper de LR pour pouvoir faire des alliances avec le Rassemblement national. Charles Aloncle est du coup député et rapporteur de la commission d'enquête sur la neutralité, sur le financement et sur le fonctionnement de France Télévisions. Il n'est pas le président de la commission, c'est le rapporteur. Il peut poser des questions et c'est lui qui écrira le rapport en fin de commission, quand la commission sera terminée. On a eu toute une première partie très agitée dans des oraux sur cette commission et elle va prochainement reprendre. On a appris aujourd'hui qu'ils vont en effet reconvoquer des personnes, dont Nagui, mais il sera désormais interdit aux hommes politiques présents dans l'émission, voilà comment j'en parle comme un talk, dans la commission, de live tweeter en direct les propos qui seront tenus dans cette commission. Donc voilà ce qui a été annoncé aujourd'hui. Et donc Charles Aloncle, durant les vacances, a tenu cette interview, je crois que c'était le 20 ou 21 décembre, en disant, service public. De toute façon, lui, il n'est pas venu pour poser des questions, il est venu pour poser sa vision de France Télévisions. Il a le droit d'avoir une vision à France Télévisions, mais il ne faut pas oublier que les députés, dans cette commission, sont censés poser des questions et non pas réclamer des réponses qu'ils veulent entendre. C'est important de le savoir. Parce que quand on pose une question, on nous répond ce qu'on veut nous répondre. On a juré qu'on ne devait pas mentir lors de cette commission, mais si des personnes ne sont pas dans votre sens, on ne peut pas dire donc du coup c'est faux et que être contre ça. Donc c'est assez important de rappeler ces règles-là. Je pense que c'est ces règles-là qui ont été imposées, que ce soit à Charles Aloncle ou aux autres députés présents de la commission, tout parti qui soit, important de le dire. Sauf que Charles Aloncle vient ensuite en disant « Je dis au conditionnel que Nagui est l'homme le plus payé du service public », et donc Nagui, il était colère, il était pas content. Et donc sur Instagram, Nagui a posté un message hier, expliquant déjà que le Charles Aloncle, il lui colle un peu au basket, et il a rappelé, lui, des faits de son côté. Des faits de son côté. Des faits que je suis en mesure de confirmer. C'est-à-dire que Nagui est salarié de France Inter. Nagui est salarié de France Inter. On parlait de France Télévisions. Peut-être que certains ont des chiffres de Nagui.
Nagui n'est pas salarié de France Télévisions. Nagui est salarié de Banijé. C'est-à-dire qu'il perçoit un salaire au sein de Banijé, ce même Banijé qui produit des émissions sur toute la télévision. Toute la télévision. En revanche, Nagui a une boîte de production qui s'appelle R Production, et dans cette boîte de prod, il négocie en effet, non pas son salaire, il négocie des émissions qui va lui permettre d'avoir de l'argent pour payer ses salariés. C'est une différence, c'est-à-dire que quand France Télévisions signe un contrat avec la boîte de production de Nagui, ils ne signent pas le salaire que va être... Voilà, en fait, ça marche pas comme ça. Hein. Ils signent pas, ils disent pas, bah voilà, t'auras 20 000 euros, t'as 20 000 euros. Non, ils vont signer un montant, je sais pas lequel, pour la boîte de prod de Nagui, et Nagui va, du coup, se servir de cet argent pour produire son émission, pour payer des salaires, pour faire tourner son entreprise. Et ouais, ça fait travailler des gens. Donc ça veut dire que on reproche à Nagui de faire travailler des gens dans des émissions. Qui plus est, et il le dit très bien, contrairement à ce qui était indiqué, produire, n'oubliez pas les paroles, coûte extrêmement peu cher à France Télévisions. Pourquoi ? Tous les jeux télé, sont produits à la chaîne. C'est-à-dire qu'ils sont produits sur 1, 2, 3, 4 jours pour des diffusions de plusieurs mois. 12 coups de midi, tout le monde veut prendre sa place, question pour un champion, n'oubliez pas les paroles, etc., slam, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que on paye en une fois des équipes qui vont faire une journée entière où ils vont enchaîner les émissions, qui sont du coup enregistrées, qui ne sont pas du direct, le direct coûte plus cher. Donc tout ça, mécaniquement, fait que, n'oubliez pas les paroles, coûte certainement moins cher, et coûte même moins cher, que une émission comme TBT9. Mais en fait, c'est mécanique. C'est-à-dire que quand on va n'oublier pas les paroles, il faut imaginer que le jour de tournage a été compensé par le fait que tout a été divisé en une journée. Et donc on paye un seul... quand on paye un technicien, on ne le paye que pour la journée. On ne paye pas pour qu'il vienne chaque jour. Chaque jour, ça coûte un salaire différent. Une journée, c'est une journée. Donc il faut imaginer voilà, que ce truc est vraiment différent. Et que, oui, Nagui est producteur. Je ne connais pas le montant qui se reverse. En revanche, France Télévisions fait attention à l'argent qui est reversé. Nagui a des salariés, paye des équipes pour produire cette émission. Il paye ensuite des formats comme Taratata qui sont là du coup vraiment des missions de service public pour avoir de la musique. Et je pense qu'on est quand même, faut quand même reconnaître que on attend du service public qui propose des artistes, de la musique, du théâtre, etc. Et donc il fait partie de ça. Mais Nagui n'est pas un producteur majoritaire à France Télévisions. Loin de ça. On peut dire Media One a une grosse part par exemple, mais on peut dire que d'autres entreprises sont présentes pour pouvoir faire des productions. De plus, quand on pense à Banijé, Nagui, Air Production, ça appartient à Banijé. Donc quand on donne de l'argent à Air Production, il y a une partie de l'argent qui va aussi dans la caisse de Banijé. Et Banijé, c'est quoi ? C'est Fort Boyard, c'est quelle époque ? C'est koh, c'est les Marseillais, c'est 28 minutes sur Arte. Donc c'est un ensemble de choses. Donc quand on attaque en disant ah mais l'argent qui est donné ça va dans la poche de Nagui, non, France Télévisions ne donne pas de l'argent directement dans la poche de Nagui. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un système de production qui existe, et si c'était aussi simple, c'est justement parce que ça en devient populiste. Et donc sucrer Nagui, c'est donner à cette tranche éventuellement un autre producteur, d'autres personnes qui vont produire d'autres émissions à ce moment-là. Et donc là, on va se retrouver avec des nouveaux changements. Pour vous dire, il y a quelques années, par exemple, avant que Nagui revienne en Access, on avait Actuality, qui était proposé, produit par Elephant. C'était un échec d'audience, ça a été retiré. Il y a eu une émission Jusqu'ici tout va bien, avec Sophia Aram. Échec total, énorme flop, retiré également. Donc, si Nagui est encore à l'antenne avec N'oubliez pas les paroles, ce n'est pas juste pour faire plaisir à Nagui parce que voilà, ça serait un anti de France Télévisions. Non, c'est aussi parce que Nagui fait de l'audience à cette heure-ci. Et c'est important de le préciser. Et donc, après toutes ces attaques qui ont été faites contre lui, Nagui a annoncé qu'il allait déposer plainte contre Charles Aloncle. À voir comment ils vont se retrouver, comment ça va se passer devant le tribunal.
peut-être qu'il va gagner, ça dépend. Moi, je ne peux pas savoir à l'avance un jugement. En revanche, les deux hommes se retrouveront lors d'une commission, lors de la fameuse commission d'enquête sur la neutralité de France Télévisions et de l'audiovisuel public dans sa généralité, dans quelques semaines, dans quelques jours. Et donc là aussi, ils auront un échange à avoir ensemble. Je vais lire vos commentaires, les amis. Il fallait que je donne tous les éléments, quand même. Alors, peut-être qu'il s'est basé sur des graphiques. Oh, t'es méchant de France Info. Le manque de précision. C'est pas gentil. C'est drôle, mais c'est pas gentil. Député UDR RN. Yes. Tu peux reprendre. Je viens de reprendre. Je n'ai pas compris, s'il te plaît. J'espère avoir été. Ça sera diffusé, les auditions, ils n'ont rien changé. Peut-être plus de coupures sont tout de même. Normalement, elles seront censées être publiques. Hein, donc, on aura toujours les accès sur le site de LCP, sur YouTube, sur Dailymotion. Et je crois que CNews a pour but de tout diffuser sur CNews Prime pour ceux qui veulent voir sur CNews Prime. C'est même pas une commission, ça ressemble à un tribunal pour toi. Normalito. Les diffusions devraient être diffusées sur France 3, voire LCP. Pas forcément. Hein. Les commissions, ouais. Il devrait y avoir des clauses de non-concurrence dans les contrats du service public. Oui. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi est-ce ton pseudo Ouais, pourquoi pas. En effet. Moi, c'est une idée, hein. En vrai, ça, on est sur du détail, hein, mais en effet. Aucune raison qu'un salarié de France Inter puisse travailler pour le concurrent Banijé. Alors, c'est pas le concurrent, Banijé. C'est encore plus compliqué que ça. Hein. C'est pas le concurrent. Euh, mais pourquoi pas? C'est qu'une société de production, c'est pas un média. Une société de production, elle peut proposer à tout le monde. C'est comme si, vous vendez du fromage et vous vendez du fromage à plusieurs restaurants. Vous n'êtes pas un restaurant. Ça bug? Oh non, l'Oneni, non! J'espère que ça bug pas, l'Oneni. Banijé, c'est aussi Hanouna. Banijé, c'est plus trop Hanouna. C'est plus trop Hanouna. Alors, je crois qu'il est encore quelque part, t'as raison. Mais Cyril a déjà a racheté toutes ses parts d'H2O Production. C'est-à-dire que TBT9 aujourd'hui est produit par H2O Production. TBT9 n'est plus produit par Banijé. Ce qui permet à Cyril d'avoir une liberté de ton sur ce qu'il peut dire. C'est la raison pour laquelle Cyril a pu tacler fortement, et je pense que vous l'avez vu, certains ont dû le voir, a pu tacler fortement Alexia Laroche-Joubert, qui est également productrice au sein de Banijé. Parce qu'auparavant, comme TBT9 appartenait à Banijé, il pouvait dire, mais attends, mais avec cette émission, indirectement, c'est aussi la nôtre. Là, maintenant, ça l'est un peu moins le cas. Et Hanouna, je pense, a moins de poids là-dessus. Et je pense que c'est moins dans son intérêt. Aujourd'hui, il veut naviguer, il va avoir sa liberté et être critique un peu plus de Banijé. Et je pense que c'est pour ça qu'il se rapproche aussi pas mal des prods de M6. Il avait déjà fait la même chose avec Patrick Cohen, accusation. C'est vrai, Normalito. En parlant du coup de Charles à l'oncle. 1 million par mois le salaire de Nagui par nos impôts. Non. Non, c'est faux. Ce chiffre, il est faux. Ce chiffre n'existe pas. En vrai, ce chiffre, il est même, je me demande s'il est possible. Non, ce chiffre, il n'est pas possible. Nagui, alors, important de préciser. Ce chiffre n'est pas possible, payé par France Inter. Puisque, ce que je répète depuis tout à l'heure, France Télévisions n'a pas comme salarié Nagui. Donc, dans les budgets de France Télévisions, il n'y a pas la case Nagui salaire. Ce qui signifierait que, payé par nos impôts, Nagui toucherait 1 million pour sa quotidienne sur France Inter. J'y crois en moyen. Voilà, c'est vraiment pour ça. Après avec sa boîte de prod, des parts qu'il a au sein de Banijé, qu'il a des parts, je sais pas, dans d'autres entreprises qu'on connaît même pas, il arrive à des sommes phénoménales. C'est possible. Ça, c'est possible. J'ai pas sa fiche de paie et on n'est pas là pour l'attraper par le col pour sa fiche de paie. En revanche, et dans sa société, il en fait ce qu'il veut. Tant qu'il arrive à produire. C'est-à-dire que France Télévisions doit pouvoir donner les montants qu'il donne pour les boîtes de production pour produire une émission. Ce qui est normal, c'est le service public. En revanche, qu'une société privée, une société de production, décide de reverser de la manière dont elle le souhaite son argent, ça ne nous intéresse pas.
C'est-à-dire que France Télévisions paye une boîte de production pour avoir un contenu. C'est-à-dire que c'est à France Télé d'estimer le montant de ce qu'il veut pour ce contenu-là. Si France Télévisions parvient à être satisfait du contenu proposé par rapport au montant qu'il a déboursé, bah c'est ça. C'est comme quand on fait appel à un prestataire. Si on a les résultats qu'on veut par rapport au prix qu'on a, on est content. En revanche, dans une boîte de production, c'est eux qui répartissent l'argent comme ils veulent. D'où le fait que Patrick Cohen n'avait pas à donner son salaire au sein de C'est à vous, puisque ce n'est pas France Télévisions qui salarie Patrick Cohen, c'est Media One. C'est Troisième Œil Production. Donc c'est eux qui décident de répartir l'argent comme ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, Hanouna, par exemple, quand il y a eu l'arrêt de C8, c'est pas C8 qui payait le salaire des gens qui travaillaient dans H2O. C'est les dirigeants d'H2O, dont Cyril Hanouna. Et c'est la raison pour laquelle il expliquait que lui, il avait dû payer des gens qui étaient en CDI à ne rien faire, puisqu'il n'y avait plus d'émissions. En revanche, il avait dit, si on n'a pas d'émissions à la rentrée, je vais être contraint de faire des licenciements économiques, ce qui vous paraît assez logique. Sophie Aram, t'en souviens? Ouais, c'était magnifique. L'émission de Aram était géniale, je veux pas d'ennui avec le gouvernement. Immunité parlementaire. Ouais, je pense pas qu'il y ait d'immunité parlementaire pour ça. Les députés, on peut déposer plainte contre eux. Je comprends pas que à l'oncle soit allé sur cette chaîne YouTube. Ouais, bah, je trouve qu'il commente beaucoup trop les coulisses de la commission depuis un petit moment. Voilà, je trouve. On peut très bien imaginer un modèle de service public avec beaucoup moins de producteurs achetés. Complètement. Pourquoi? Complètement. Ça peut exister. On peut imaginer. Je n'ai pas compris les nouvelles règles pour éviter les fausses déclarations, notamment celles... les fausses déclarations... Ah, qui ont été... j'ai pas tout vu alors, Stéphanie. Je suis hors sujet, mais ton analyse est tellement qualitative qu'elle mériterait une chaîne Twitch. Je vais essayer, Cocon Wally, je vais essayer en 2026 de me lancer sur Twitch. On va essayer de le faire. Je pense que j'ai pas l'ordinateur satisfaisant, il va falloir que je mette un peu de moula de côté. Mais on va essayer de réfléchir à comment basculer sur Twitch, Coco. On va essayer de faire du mieux possible. J'ai peut-être essayé de voir des amis qui vont me montrer. On va essayer de voir ça. Mais c'est le projet en 2026, ça serait ultra chouette. Je devrais peut-être quitter TikTok ou j'irai un peu sur les deux, on se retrouvera. On se donnera rendez-vous dans 30 ans, dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. Salarier les différents intermittents plutôt que d'engraisser un système précarisant. Ok. Nagui, t'es pas bien là depuis le temps. Que penses-tu de cet abruti de Olive sur les réseaux? J'ai pas d'avis dessus. C'est pas sa copine avec Sarah Joubert, elle était pas chroniqueuse à l'époque. Si, pourquoi? Tu as raison. Si, tu as raison. Mais là, il l'est beaucoup moins. Enfin, il l'a dit hier. Hein. Il a même dit que personne la connaissait. Ah oui, ok, je peux me tromper, c'est plus Courbit. Oui, Stéphane Courbit, ouais. Stéphane Courbit, le patron de Banijé. Ouais. 120 000 euros par an sur France Inter, ils en ont parlé tout à l'heure à la télévision. Bah ouais, 120 000 euros. 120 000 euros, ça m'étonne pas. Je trouve ça. Bah, par rapport à un Nagui, star de l'antenne, qui fait de l'audience, victorien, 120 000 euros, je tombe pas de ma chaise. Je pensais plus. Je pensais honnêtement plus. Je confirme, Radio France ne le paiera jamais 1 million par mois, ni lui ni personne d'autre. Voilà, le costume, voilà. Merci de rétablir la vérité. Charles Long sort de sa réserve uniquement à des fins partisanes, tu dis Thierry. C'est vrai qu'il sort beaucoup de sa réserve. Et je me souviens de l'ancienne commission, lorsqu'il y avait eu Bataillon, j'ai plus son prénom, qui est né le même jour que moi, même jour exactement, le 9 septembre 93. Bataillon, il avait été repris parce qu'il avait été dans TPMP pour commenter la commission. Peut-être qu'il était président, il y a des différences, c'est assez compliqué. Une chaîne dédiée aux médias avec des invités. T'aimerais que je... Ouais, enfin m'appeler. Un peu comme TV+, avec Marc-Olivier Fogel. Ah, c'était chou. Ah, c'était bien ça, TV+. Je me suis lancé sur Twitch avec une bouse en termes d'ordi, donc franchement, tu peux avec ton ordi. Bah ouais, alors faudrait que je t'invite chez WAM alors pour que tu m'aides à... Ou je te ramène mon ordi pour
pour voir comment est-ce que je pourrais faire sur Twitch. C'est compliqué, il me faudrait quelqu'un qui m'aide. Pour à l'oncle, ça semble rentrer dans le cadre de son immunité. Ah ouais? Ok. Bon, après, à voir. 120 000 euros pour même pas un temps plein, vu le temps qu'il a à faire autre chose. Ça, c'est le monde des médias, hein. C'est le monde des médias. En vrai, 120 000 euros, je suis pas choqué, hein. Je suis pas choqué. Faut pas comparer, c'est comme les joueurs de foot, faut pas comparer avec nous, le peuple, parce que l'écart serait trop grand. Quentin Bataillon, merci. Merci Tony. Pucci, t'as pas besoin d'une bête de guerre, surtout si tu joues pas. À voir. Ouais, merci Julien aussi Quentin, ouais. Pour général, ça rentre dans son immunité qu'un député a une liberté d'expression. Ouais, mais là, c'est pas la liberté d'expression. Faire une accusation mensongère, faire la diffamation, c'est pas une liberté d'expression. Ça dépasse le cadre de la liberté d'expression. Et ne pas être casé de ce qu'il racontait. Non, mais non, moi je pense quand même qu'il y a une limite. Attendez, on va vérifier. Un député a-t-il une immunité parlementaire pour diffamation? On va voir. Voilà. Les députés ont une immunité de poursuite pour diffamation lorsqu'ils sont en chambre. Lorsqu'ils sont en chambre. Ça veut dire que les propos tenus par Charles Aloncle au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pour diffamation. En revanche, un député peut être poursuivi, peut en poursuivre un autre pour des faits survenus hors de la Chambre. Or, les privilèges parlementaires, ils existent aussi des immunités prévues par législation. Donc ça veut dire que une diffamation faite au Parlement, bah ça devient compliqué pour toi pour pouvoir le poursuivre. Mais fait dans une émission télé, tu peux être poursuivi. Donc ça peut se finir devant les tribunaux. S'il a bel et bien déposé sa plainte. Hein. Ça, il n'a pas donné des sommes, donc ça rentre dans le cadre. Ouais, mais je sais pas. Hein. Même sans somme. Je compare l'utilisation de mes impôts. Ouais, mais non, mais faut pas se comparer à soi. Faut pas se comparer à soi. Dans le cadre d'une enquête parlementaire. Non, c'était dans une émission sur Sud Radio. Pourquoi? C'est une émission en Sud Radio. Mais vous savez, c'est comme. Il y a eu des gens qui ont été poursuivis, même pendant le Covid. Édouard Philippe, des ministres ont été poursuivis. Et ils étaient députés. Hein, ils ont eu un procès. Il y a eu un procès pendant le Covid. Et ils s'en sont sortis. Ce que je veux dire, c'est que. Bah si, on peut et on doit comparer. Non, mais en fait, c'est incomparable. C'est-à-dire, à part si on veut que tout le média télé chute, c'est-à-dire si on veut un service public faible, à ce moment-là, bah, il n'y a plus de présentateurs, il n'y a plus d'animateurs, et on met un flux non-stop. C'est-à-dire on est obligé d'entrer dans une comparaison de marché. On est dans un marché libéral, et on est obligé de parler de marché. C'est comme le football. Alors oui, on peut comparer par rapport à nous-mêmes, on peut se dire oui, on paye plus, etc. La réalité, c'est que les stars de télévision, les stars de cinéma toucheront toujours plus d'argent qu'autre chose. C'est une commission parlementaire, mais Nagui jouit-il d'un droit de réponse? Oui, mais c'est pas dans une commission parlementaire qu'il a tenu ces propos-là de diffamation. C'est-à-dire que au sein de la commission, il peut tenir les propos qu'il veut. Je pense qu'on peut trouver quelqu'un aussi bien que Nagui pour moi. Non, je rigole. Ici. Ici. Donc voilà, à voir. Je pense que la commission d'enquête de Nagui, elle va être très, très, très suivie. Je me demande même si on fera pas une spéciale. Si je ne travaille pas ailleurs, parce que comme vous le savez, bah oui, pourquoi pas toi. Comme vous le savez, j'ai d'autres activités maintenant annexes, que ce soit des piges ou des ateliers d'éducation média et d'initiation à l'intelligence artificielle. Euh, on pourrait le faire en live, comme ça, on commentera en direct, on le mettra juste en son et on commentera en direct. C'est l'offre à la demande, Nagui existe car il y a une demande. C'est ça, complètement. Complètement, complètement. Et en vrai, Nagui ne fait pas des flops d'audience, c'est important de le préciser. Il en eut fait, mais n'oubliez pas les paroles, ça fonctionne. C'est quand? C'est dans quelques semaines, hein. Là, vraiment, on va avoir les dates qui vont apparaître. Pour le moment, je crois on l'a pas exactement, Stéphanie, mais ça devrait pas trop tarder. On va terminer avec quelques décisions, quelques mises en demeure.
quelques événements qu'il y a eu de CNews, des décisions de CNews, que j'ai trouvé assez surprenantes. Déjà, il y a CNews qui a été mise en demeure pour 2 séquences. Et quand je vous dis CNews mise en demeure pour 2 séquences, ce n'est pas CNews qui est mise en demeure 2 fois, c'est CNews qui est mise en demeure une fois pour 2 séquences. Et ça, c'est une première que l'on voit à la télé depuis des années. Auparavant, le CSA n'a jamais fait ça. C'est-à-dire que, en gros, grosso modo, comment l'ARCOM fonctionne? L'ARCOM, habituellement, ou le CSA auparavant, il y a un manquement, intervention, rappel à l'ordre, mise en garde. Deuxième manquement, mise en demeure. Troisième manquement, sanction. Sanction. Sauf que là, CNews n'a pas eu de sanction. Pourtant, il y a bien 2 séquences qui ont été qualifiées d'incitation à la haine en direct à la télévision. Et il est là le souci, c'est que CNews, pour ne pas mettre, et c'est ça qui peut paraître surprenant, pour ne pas mettre une sanction, l'ARCOM, pour ne pas mettre une sanction à CNews, a décidé d'englober 2 séquences de 2 dates différentes, tenant des propos différents, dans des émissions différentes, à des horaires différents, les mettre ensemble pour mettre une seule mise en demeure. Ce qui signifie que demain, vous prenez l'autoroute, vous faites flasher une fois par un radar, vous prenez une autre autoroute 2 semaines plus tard, vous faites flasher une deuxième fois, vous prenez une troisième autoroute, vous faites flasher une troisième fois, vous ne payez qu'une seule amende. C'est bizarre. C'est ce que vient de faire CNews. Et c'est plutôt grave. Une émission média aurait sa place le dimanche à 12h30, je pense, sur France. Bah, ça existait déjà, là, Tony. Et ça n'a pas marché. Mis en avant pas pour son travail, mais pour ses positions. Dans Malito, tu dis, ok. CNews mis en demeure la sanction, être obligé de diffuser la finale de la CAN. Très drôle. Un excès de vitesse ou une alcoolémie sanctionné en une seule amende de 90 exactement dans Malito. C'était la même voiture, monsieur l'agent, c'est ça. Unité d'intention en quelque sorte. Bah ouais, et en fait c'est ça qui est complètement fou, c'est-à-dire que il y a plusieurs dérapages faits à différents moments et on les regroupe dans une seule chose. Alors je sais pas si vous voulez que je vous inflige les séquences, je pourrais. Il y en a une qui est assez longue, celle de comment il s'appelle. Mais n'empêche, c'est une dinguerie de faire ça complètement. Parce que, en fait, là, l'ARCOM est encore moins puissante qu'avant. En début du live, j'avais vu quelqu'un qui me disait ouais, l'ARCOM, liberté d'expression. Bah, regardez, vous tenez des paroles qui sont une incitation à la haine contre les musulmans, contre les demandeurs d'asile, non-maîtrise de l'antenne, à 2 reprises. Et on dit ah non, ça va. Ça paraît complètement fou. Alors, j'essaie de vous retrouver la séquence que je dois avoir, que je vais vous faire écouter. Si j'arrive à la retrouver. Et babibabibabo. Il est possible que je ne l'ai plus. Ce qui est fort dommage. Mais c'était le 31, 31, j'ai dû faire l'espace. Mais en gros, on avait Jordan Florentin dans l'émission de Jean-Marc Morandini qui disait que des individus demandeurs d'asile ne devaient pas être considérés comme des individus, mais juste comme des masses, et donc on ne devait pas les respecter comme des individus. Voilà, propos discriminants, incitant à la haine, à la discrimination. Non-maîtrise de l'antenne, puisque Jean-Marc Morandini a même empêché toute personne qui pouvait le contredire à ce moment-là. Mise en demeure, manquement clair. Problème, c'est qu'il y a une deuxième séquence. Dans cette deuxième séquence, et donc qui est compris aussi dedans, c'est une interview de la mère de Romans-sur-Isère qui dit que les personnes qui ont des couteaux sur eux ne sont jamais des Français de souche, mais sont liés à l'islam. Et il y a un lien entre l'islam et avoir une arme blanche sur soi. Et ça, Sonia Mabrouk, là, n'a rien dit, n'a pas repris. Non-maîtrise de l'antenne, incitation à la haine, discrimination, manquement de la part de CNews, et tout ça aurait dû faire l'objet d'une sanction. Pourquoi ? Parce qu'une séquence a eu lieu en février 2025 et l'autre en mars 2025. Pour ces 2 raisons, on aurait dû avoir mise en demeure plus sanction. Là, on n'a rien eu. C'est pour le coup assez étrange, assez surprenant. Mais voilà, c'était un choix. Non mais là, c'est plus que discriminant et déshumanisant. On est d'accord, Sévan ? On est d'accord ?
Elle va même plus loin. Elle dit qu'elle laisse la liberté d'expression à ses invités. Ben ouais, mais... Donc voilà, sur cette séquence, c'était, on peut le dire, hein, on peut le dire, c'était vraiment, vraiment très problématique. Il y a une autre séquence. Là, il y a eu 2 décisions. Et là, c'est Alain Jakubowicz, avocat, président, ou en tout cas président d'honneur de la LICRA, euh, sur 2 chaînes différentes, sur Radio J et sur euh, BFM TV, Alain Jakubowicz a été épinglé par l'ARCOM pour des propos qu'il a tenus. Dans l'un, il dit, un peu forcé par Frédéric Aziza d'ailleurs, que Jean-Luc Mélenchon est un salaud antisémite. Aucune maîtrise de l'antenne, attaque à la dignité de Jean-Luc Mélenchon, mise en garde pour Radio J. Sur BFM TV, Alain Jakubowicz, invité à commenter le livre critique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise qui s'appelle La Meute, Alain Jakubowicz fait un parallèle entre Goebbels, ministre de la désinformation nazi proche d'Adolf H, et Jean-Luc Mélenchon. Décision d'intervenir auprès de BFM TV après cette séquence, malgré les excuses, etc. Donc ouais, il va très très fort sur Jean-Luc Mélenchon. Alors ça, est-ce que j'ai la séquence? J'ai l'impression que j'ai... En fait, j'en ai supprimé l'autre jour, sans me faire exprès, et ça me fait mal au cœur. Chipiti, Chipata. Voilà, alors je vais vous faire écouter Radio J. Faut s'accrocher. Hein. Mélenchon est un salaud, oui, clairement, oui, je le dis, oui, c'est une injure. Un salaud, oui, mais attendez, Mélenchon est un salaud, c'est un salaud antisémite? Frédéric Aziza, hein. On rappelle comment il s'est fait évincer de LCP. Hein, il a eu des accusations assez graves envers une femme, agression sexuelle. Des accusations, il est présumé innocent. Et donc il s'est retrouvé sur Radio J. Sur Radio J, on a Alain Jakubowicz qui nous dit juste que c'est un salaud. Et Frédéric Aziza, comme vous l'entendez, veut lui faire dire le mot antisémite. Mélenchon est un salaud, c'est un salaud antisémite? Oui, enfin moi je considère, c'est mon droit de le dire. Il ne le dit pas, mais il considère qu'il est en droit. Je pense qu'effectivement, c'est un mauvais homme. C'est un mauvais homme. Ouais. Non mais la question c'est de préciser. Bien sûr qu'il est antisémite. Là il l'a dit. En tout cas, mais est-ce qu'il l'est fondamentalement? Ouais. Et j'en sais rien. Mais c'est encore pire. Est-ce qu'il est fondamentalement... s'il en sait rien, c'est bizarre. Encore une fois, moi finalement les antisémites qui... idéologiques, je vais pas dire que j'ai du respect pour eux, encore une fois, mais d'une certaine façon, c'est moins blâmable pour moi que les gens qui le font par pur opportunisme. Moi, je ne crois pas que c'est pas son histoire, c'est pas... Je vais pas vous mettre toute l'interview, mais en gros, voilà. Là, le problème, il est où? Parce que qu'on puisse faire une critique... Alors, oula, faut pas voir ça. Je retrouve plus vos commentaires... Vous avez disparu du chat? Vous êtes encore là? J'espère que vous êtes encore là. Alors, le chat, il est là, mais je vois plus le chat sur le côté. Bon. C'est embêtant, ça. Alors, bon, je vois plus du tout le... J'ai plus vos retours du chatos. Ça, c'est relou. Bon, je dois venir ici pour voir vos réponses. Et c'est vraiment pas pratique. Alors. L'exploit, c'est que... Il est avocat, il sait très bien peser les mots. Aziza a forcé, mais il est avocat. T'as raison, Sévan, t'as raison. Bah, le truc, c'est que on ne peut pas l'accuser d'être antisémite sans preuve, sans condamnation, sans fait. Et quoi qu'on puisse penser derrière, vraiment, là, c'est la liberté de penser ce qu'on veut dans sa tête, la liberté de penser, on ne peut pas dire à quelqu'un que il est antisémite sans avoir de preuves derrière. À chaque fois, il va entendre... Oui, c'est ça, t'as complètement raison. À chaque fois, il va entendre Mélenchon antisémite, Bilal. Non, Malito, je pense que c'est pour agrandir la fenêtre d'Everton, on va pouvoir entendre pire sans être choqué. C'est ça. Tu as raison, Normalito aussi, bien sûr.
On dirait qu'il... Oui, quand il entend Mélenchon antisémite. Euh, Alors Georges, je vois que Georges est très mécontent. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je suis personne pour dire qui il faut voter, comme je dis à chaque fois, qui est une bonne personne, une mauvaise personne. Moi, je ne connais pas, et, j'ai mon opinion, et je suis pas là pour vous donner mon opinion sur Jean-Luc Mélenchon. En revanche, je n'ai pas le droit, en tant que journaliste, de dire qu'il est antisémite ou de faire des attaques aussi violentes sans avoir de faits. Et donc, qu'il soit éventuellement une mauvaise personne, qu'il soit pas sympa, qu'il soit quelqu'un de grognon, j'en sais rien. Ça, on a le droit de le penser, on peut ne pas l'apprécier, on peut ne pas apprécier l'homme, on peut ne pas apprécier la politique, on peut ne pas apprécier les deux ou apprécier l'un ou l'autre. En revanche, on ne peut pas faire des accusations aussi graves comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Radio J a eu une mise en garde. L'histoire du pain au chocolat, j'ai pas oublié non plus. Ok. Il pense après le bien sûr et ça devient une affirmation. C'est ça. Stéphanie, oui. On a 3 têtes. Voilà, bon, alors, du coup, je voulais vous montrer le reste, mais j'arrive plus à voir comment est-ce que je peux faire revenir. Je ne vois plus. Bon, bah, en tout cas, vous voyez mon joli fond d'écran qui change tous les jours. Bon, ça veut dire que il va falloir, pour moi, on va bientôt accélérer. Je vais vous montrer la dernière séquence. Ah non, il y avait aussi cette séquence-là, évidemment. Ça, on a tous entendu parler. Alors, c'était où? Je l'ai déjà plus. J'ai mal géré ce soir. Bon, dans l'autre séquence, c'était celle dont je vous parlais tout à l'heure, il se fait comparer par Goebbels. Et donc, dernière, France 2 épinglée pour une interview de Mathieu Pigasse. On en parlait tout à l'heure, on a parlé de Media One tout à l'heure. France 2 a été épinglée par l'ARCOM parce que lors d'une interview en septembre de Mathieu Pigasse dans l'émission politique L'événement, une émission dédiée à la crise politique et à la crise budgétaire, eh bien, a été reçu dans cette émission Mathieu Pigasse, présenté comme chef d'entreprise. C'est vrai. Le problème, c'est qu'à aucun moment il n'est précisé que Mathieu Pigasse a pris des positions à gauche, a appelé à voter le NFP, détient des activités médiatiques, notamment à France Télévisions, puisqu'il est actionnaire minoritaire, mais actionnaire quand même de Media One. Même si aujourd'hui il n'a pas vraiment d'impact direct, c'est principalement Capton qui dirige le groupe Media One, et que Mathieu Pigasse, lui, a quand même focalisé son énergie sur les Inrock, Rock en scène, Radio Nova, qui sont quand même ses plus gros outils médiatiques aujourd'hui pour pouvoir agir sur les médias. Donc on n'est pas non plus sur un homme d'affaires qui a énormément de médias. En revanche, voilà, on a Mathieu Pigasse qui a quand même des activités médiatiques, qui est quand même actionnaire de Media One. Il est encore actionnaire minoritaire du Monde. Tu as raison, Sévan, alors j'arrive à avoir un micro-truc. Au Monde, il n'a plus que 2%. Aujourd'hui, c'est Xavier Niel et Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, qui détiennent des parts au sein du Monde, mais à travers vraiment un système d'actionnariat qui est à se tirer les cheveux, même ceux qu'on a presque plus. En tout cas, voilà, ça devient un peu complexe à suivre, complexe à comprendre, mais voilà, c'est plutôt Xavier Niel qui a joué le contrôle, et avant il y avait Pierre Berger, évidemment, que vous connaissez parfaitement. Alors je vais essayer de retrouver vos messages. Je voulais juste parler de ces petits trucs-là. L'ordi de faux, il veut pas coopérer. Ouais, il est pas sympa là. Ce qui fait peur, c'est dans n'importe quel débat, on sent la manipulation des médias qui en ressort. Bien sûr. Et c'est important. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en début de live, alors moi je suis pas anti-média, mais je ne suis pas pour être un BA des médias. Vous avez vu, on me voit plusieurs fois. Un BA des médias. Mais il est toujours important de se poser des bonnes questions. Qui nous parle? Pourquoi il nous en parle? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas un avis nuancé? Est-ce qu'il y a tous les faits qui ont été présentés? Et est-ce que, voilà, à partir du moment où vous avez un doute ou quelque chose vous inquiète, allez vérifier vous-même. Allez contourner, allez chercher d'une autre manière pour davantage comprendre un peu le fonctionnement de ces faits-là. Karen Roux, pas besoin d'en savoir plus, tu dis pourquoi, ok. Tony, il y a un problème également avec Mathieu Pigasse, pour l'interrogation. Il n'y a pas de problème, il y a un problème de présentation.
Elon Musk est moins riche que Nagui. Très bonne vanne, très très bonne vanne. Je ne suis pas anti-média, mais aujourd'hui il est difficile de savoir qui est un bon journaliste. Je comprends ce que tu viens Normalito. C'est pour ça que l'important, ce sont la présentation des faits. Présentation des faits. Dès que quelqu'un vous donne le sentiment de vous dire comment est-ce qu'il faut penser, comment les faits ont été présentés, est-ce qu'il y a eu un contradictoire, bah, quand on a tout ça, là tu peux dire, je peux faire confiance. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de contradictoire, qu'il n'y a qu'une seule version des faits, qu'on contredit tous les autres faits pour de l'opinion, bah là ça nous permet quand même de savoir qui est bon ou mauvais journaliste. Moi je trouve Normalito. Et il y en a énormément. Et heureusement qu'il y en a encore aujourd'hui. Parce que sinon, ça serait un enfer. Donc, heureusement qu'il y a énormément de journalistes qui sont présents. Et moi, j'en connais qui font un super, super bon taf. Il y a des journalistes de terrain qui permettent aussi vraiment d'informer tous azimuts. Et ils sont essentiels à notre démocratie. Et j'espère voilà, être un défenseur aujourd'hui de la presse libre. Et ça, c'est important. Arcom qui dément que CNews concernant le pluralisme alors que c'est prouvé et visible. Oui, alors, le problème de l'Arcom, c'est que le démenti fait n'a pas été fait à partir de la même méthodologie. Et donc, si tu prends deux méthodologies, en fait, l'Arcom et RSF ont tous les deux raison. La seule différence, c'est la méthodologie. Le souci, c'est que Le Point a utilisé l'Arcom pour faire répondre sur cette méthodologie-là en donnant une version différente et donnant le sentiment que RSF disait faux. Deuxièmement, l'Arcom qui a l'habitude d'avoir un devoir de réserve sur les chaînes a décidé de parler. Interrogation, questionnement. Voilà. C'est important de prendre son recul et ensuite lire ce qu'a dit l'Arcom et lire ce que dit RSF. Et ça permet de se rendre compte que le vrai souci entre les deux, c'est qu'ils n'ont pas la même méthodologie. Et c'est juste ça. J'ai confiance uniquement si le propriétaire a les mêmes intérêts matériels que moi. Ah ouais, oh, c'est compliqué ça. Pourquoi hein. Donc voilà, on est arrivé en fin de live. De toute façon, je galère. Faut que je revienne sur la plateforme là directement. Qui parle voilà, sur la plateforme. Là, je suis juste sur la plateforme pour voir vos retours. C'est un peu galère. Mais bon, on est en fin de live. Heureusement, c'était un super live de retour. Merci à vous. L'Arcom qui parle en 24 heures au lieu de 24 mois. Oui, c'est ça, exactement. Déjà, t'as raison. Si tu veux réussir, faut juste aimer Bolloré. Non, pas forcément, Normalito, pas forcément. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée avec moi en live. On va refaire des lives. Moi, ça me plaît toujours autant de passer mes soirées avec vous, à débattre, à échanger, à parler de l'info, décryptage, information, journalisme, médias, divertissement. Vraiment, merci à vous, de votre fidélité. Je vous souhaite à nouveau une excellente année. La santé pour vos proches, la réussite dans vos projets. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Il y en aura et j'espère vraiment que tout va bien se passer pour vous pour cette rentrée. Attention à vous demain, il y a beaucoup de neige en France, sur la métropole. Donc on se couvre bien, on met des bonnes chaussures, on évite de glisser, on évite de tomber malade. Il y a déjà un trou de la sécurité sociale. Merci Normalito pour les mots que tu dis, c'est super sympa. Je vous embrasse tous, vive l'information, vive le journalisme et vive les médias. C'est ciao.